Et salut à tous les fans de vitesse, on se retrouve pour la fameuse, la très attendue ultime tier list d'Anatole Plateau. Nous avons donc là l'ensemble des jeux de plateau auxquels j'ai joué, avec quelques conditions notamment, il faut que j'ai un peu compris le jeu, quoi. C'est un jeu que je jouais comme ça, que je me rappelle plus trop, bon voilà, bon, un peu osef. Souvent aussi c'est des jeux qui sont un peu bien parce que je m'en rappelle. Mais voilà, pas de jeu genre de cartes ou pas des petits jeux que tu peux improviser. C'est vraiment, faut que tu achètes un produit et que tu joues avec. Nous avons donc voilà toute la liste. C'est sûrement possible que j'en ai oublié quelques-uns, donc n'hésitez pas si vous vous souvenez d'avoir joué à un petit jeu de plateau avec moi et j'étais là et je m'en souviens plus. Dites-le dans les commentaires là. La tier list aussi, le lien sera. Je vais mettre en plein écran. Ah oui, non, parce que si je veux aller visiter les trucs. La tier list sera en description. Donc n'hésitez pas à vous adonner à ce loisir merveilleux qui est la création de tier list. On va commencer tout de suite par Carcassonne. Carcassonne, qui est un jeu que, ma foi, j'ai assez peu eu l'occasion de jouer, malgré sa grande renommée, mais j'ai pu faire quelques parties. Petite fun fact sur Carcassonne, ça me revient, ça a été mon projet, mon premier, pas mon premier projet, non, un des projets de première année de second semestre à l'ENSERV. Il fallait refaire Carcassonne, et je n'ai pas du tout travaillé sur ce projet, car mon deuxième, car à côté de ça, il y avait un autre projet de programmation fonctionnelle qui était à faire, qui était Factorio. Donc moi j'ai beaucoup plus travaillé sur ça que sur Carcassonne. Et donc Carcassonne, on revient à nos petits moutons. Carcassonne, bon, moi je dois avouer que je ne suis pas un énorme fan de Carcassonne. Je passe un bon moment quand je joue, voilà. Mais ce n'est pas non plus voilà, la fête. Alors c'est un jeu qui peut être joué par tout le monde, c'est bien. Donc moi je vais le passer en OK. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait la présentation des petits tirs, donc on va partir en GOAT. GOAT, voilà, bon, c'est le GOAT quoi. Insane. Vraiment cool, c'est vraiment cool. Là, pas de soucis. Je dis pas dans une team game, bon bah voilà, là je suis là, j'arrive, on est entre potes, salut les mecs, je dirais pas dans une petite game de ça. Voilà. Bon, OK, c'est OK. Toi, bon, on me demande de jouer, moi je suis chaud, moi je suis toujours chaud de jouer de toute façon, hein, tu me proposes un truc, je joue. Borf, ça m'a laissé une impression, bon voilà, borf. Est-ce que je vais demander, enfin voilà, borf quoi, j'y joue mais je fais la gueule. Et gros jeu de merde, là, tu me demandes, je te chie dessus. Et n'est pas joué, ça c'est pour vous qui, si vous faites le truc et qu'il y a quelques jeux auxquels vous n'avez pas joué, vous pouvez les mettre là. Et comme ça tout le monde sera content. Dragonheart, qui a maintenant un autre nom. Je crois qu'il s'appelle Abyss peut-être. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas Abyss, mais c'est un jeu qui est dans le même univers où Pearl. Bon, je me rappelle plus du nom. Vous me demanderez. Mais c'est un jeu excessivement fun que j'ai découvert complètement par hasard. C'est vraiment, je pense, qu'un jeu que excessivement peu de personnes connaissent. Dragonheart board game. Mais en gros, voilà, pour faire simple, voilà, c'est ça le plateau. C'est un jeu qui se joue extrêmement rapidement. Vous placez des unités sur le plateau et vous devez réussir. Chacun a le même plateau, donc vous jouez sur le même plateau et vous placez des unités sur ce plateau, et le but est de récupérer les unités des adversaires en plaçant les forces. Donc si vous placez des guerriers, vous allez récupérer les trolls. Si vous placez le quatrième nain, vous récupérez tous les nains et tout. Et ça se joue hyper rapidement et tout, et c'est franchement très fun. Et il faut que je m'achète la nouvelle édition. Malheureusement, la nouvelle édition, elle est sur un thème un peu comme je vous ai dit, d'Abyss, et je trouve ça vachement moins cool que des archers, des dragons et des cavaliers. Voilà, c'est un peu dommage. Dragonheart, vraiment, j'aime beaucoup. Donc moi, je vais mettre vraiment cool. Voilà, je le dis, c'est... Alors, Gloomhaven, le fameux célèbre Gloomhaven. Donc Gloomhaven, si vous ne connaissez pas, petit rappel, c'est le jeu de plateau. Alors ouais, quand je vais faire les recherches, je vais souvent avoir marqué le logo avec, parce que c'est pour la tier list. Je regarde que ça tourne bien aussi, on en profite, ça tourne bien. Gloomhaven, c'est le jeu plateau, une boîte de quasiment 10 kg pour pouvoir faire des parties endiablées, que ce soit en solo ou à plusieurs joueurs. Alors c'est très cool, Gloomhaven. Bon, ça coûte 150 balles aussi, mais c'est très cool. Il faut payer genre 40 balles de rangement, mais c'est très cool. Cependant, alors je ne vais pas rentrer en explication, parce que sinon on a pour 10 000 ans. Cependant, il y a un défaut quand même que je trouve assez majeur et qui est résolu par l'édition un peu plus petite qui est sortie, c'est le temps de mise en place qui vraiment je trouve est une barrière. Vraiment ça me fait chier de le mettre en place.
Sachant qu'une partie c'est genre un peu plus qu'1 heure, la mise en place, le mettre et le ranger, faut compter easy 50 minutes. Donc vraiment, tu mets quasiment autant en place que tu joues, et ça je trouve que c'est vraiment un problème. Mais voilà, j'ai hâte de tester le Gloomhaven Jaws of the Lion, qui est une version qui justement qui vise à régler ça. Et en gros, c'est réglé parce que t'as plus 10 milliards de jetons à mettre en place. Boum, tout est sur un livre. T'as une boîte, boum, tu la sors, tout est fini. Et tu joues sur le livre. Et voilà, à voir. Ça sort à Noël en français. Bon, après, j'ai pas de jeu en anglais. Donc, Gloomhaven, je vais pas le mettre dans Code, je vais le mettre dans vraiment cool. Mais sinon, c'est vraiment fou, Gloomhaven. Après, moi, je joue en solo, du coup, c'est un peu moins. C'est moins excitant, mais quand je jouais avec les potes, c'était cool. Double, donc Double, hein, pareil. Je vais faire une présentation succincte des jeux. Double, vous avez des symboles, les petits symboles comme ça sur des cartes. Et toutes les cartes, bon alors non, là c'est le Double Kids, mais toutes les cartes ont au moins un symbole mais exactement un symbole commun. Donc par exemple, ces deux cartes, c'est le dromadaire. Entre les deux cartes du haut, c'est. Bah, je vois pas. Ah, c'est horrible. Je vais me couper les coups. Attends, mais là c'est. Là c'est baisé. Ah oui, si, non, c'était le cobra. Autant pour moi, c'était le cobra. Voilà. Et donc vraiment, ça c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Ça te retourne la tête. Mais j'aime vraiment beaucoup Double. Donc on va le mettre. Voilà. Je dis pas non à une petite game de Double. Voilà. J'en ai acheté un. Alors Codenames, Code Games, ça va être. Je vais le mettre en association avec un autre jeu qui se trouve là-dedans que je dois retrouver, qui s'appelle Decrypto. Voilà, Decrypto, c'est à mon avis fait par les deux éditeurs car les jeux sont très similaires dans le fonctionnement. Donc Code Games et Decrypto, je vais pas expliquer Codenames parce que tout le monde connaît Codenames, je vais plutôt expliquer Decrypto. Decrypto parce que c'est un peu plus original. En gros, Decrypto, il y a deux, voilà, il y a voilà, plutôt ça. Il y a il y a deux équipes qui essayent de se transmettre un message. Enfin un code secret. Et ils vont se donner des indices à voix haute sur le code secret. Et leurs alliés vont essayer de deviner le mot de passe grâce à ces indices. Et l'équipe adverse va essayer de noter tous les indices pour essayer d'après de tous les mettre en commun et essayer de deviner le mot de passe de l'adversaire. C'est un peu plus subtil que ça, mais je fais une explication un peu succincte. C'est vraiment très cool et c'est les deux GOAT car pour moi, c'est vraiment les party games nickel chrome. C'est pixel, vraiment c'est trop bien. L'équilibrage se fait par lui-même parce que parce que voilà, il y a pas de meilleure stratégie, tu dois tenter tout le temps des nouveaux trucs selon la personne avec qui t'es, c'est toujours très cool en soirée, il n'y a pas de tryhard, c'est bon enfant, c'est vraiment très cool. Si vous voulez deux party games parfaits qui durent pas longtemps, qui sont facilement compréhensibles, allez-y. Codenames c'est un peu plus facilement compréhensible et facile à jouer que Decrypto. Decrypto c'est un peu plus compliqué, un poil plus compliqué. Mais du coup pour moi Decrypto est un peu meilleur que Codenames. Mais si vous voulez un jeu un peu plus casu, Codenames, allez-y. Et on a commencé fort parce que lui il est premier sur Board Games Geek. Board Games Geek c'est le jeu que je regarde. Si vous voulez voir très vite fait, et c'est un avis évidemment général, hein, mais si un jeu est bien, vous tapez BGG genre Gloomhaven, boum, et vous regardez le ranking. Et donc lui, on peut voir que Gloomhaven a un rank overall de 1, thématique de 1, stratégie de 1, ce qui est excessivement bien, vous pouvez vous en douter. Et cela, c'est dans la catégorie Party Games, c'est les deux premiers. Voilà, on commence fort là sur c'était au hasard. Alors Bang, j'y ai joué il y a très longtemps, c'est en gros avec des cow-boys, et tu fais bang, 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 et avec des cartes, c'est marrant. Donc moi je vais le mettre en... Ok, je peux pas donner plus de détails parce que je ne m'en souviens plus exactement. Anabi. Alors Anabi, le principe c'est que vous avez une main avec des feux d'artifice. Et voilà, parfait. Une main avec des feux d'artifice. Alors normalement les cartes sont plus jolies que ça. Là, je sais pas, ça doit être une version un peu voilà. Et une carte avec des... Alors on va faire abstraction de ce personnage qui vient apparemment de Boruto, hein, qui... on peut se faire plaisir. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, allez. Qui vient donc, Anabi, vous avez une main avec des feux d'artifice, mais une petite subtilité. Il y a uniquement vous qui ne pouvez pas voir votre main. C'est-à-dire que tous les autres, c'est en coopération,
tous les autres voient votre main et ils vont essayer de vous donner tour à tour des conseils pour essayer de savoir ce qui se trouve dans votre main et pour essayer à la fin que tous les joueurs coopèrent pour faire une pile de feux d'artifice de la même couleur et dans un ordre croissant. Donc voilà, c'est ok. Ça va aller dans les ok parce que c'est bien, mais ça a quand même pas mal de défauts et c'est pas non plus le ouf du fun. Mais voilà, j'ai déjà fait quelques games. Je cite même à le mettre dans bof. Mais je vais le mettre dans ok parce que quand même non, c'est un jeu ok. Alors Saboteur, c'est un jeu qui a une longue histoire. Enfin, c'est un jeu un peu c'est le jeu de la famille. Hein. Saboteur, on a beaucoup joué au Saboteur et c'est sûr, on l'a découvert quand on est parti dans ma famille d'accueil en Allemagne et on a joué pas mal au Saboteur. Alors du coup de ce fait, il a directement un petit bonus dans le truc. Heureusement parce que sinon bon le Saboteur bon, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est ouf? Pas sûr. C'est clairement pas moi qui vais proposer une game de Saboteur. Mais bon, voilà, ok. Il y a beaucoup de jeux en hockey, mais normalement c'est le hasard, c'est comme ça. Exploding Kittens, c'est un gros jeu de merde. Mais vraiment, c'est un jeu de merde. Vraiment, il faut que je rencontre quelqu'un qui aime ce jeu, parce que je sais pas, le branding, la marque et tout m'avait déjà interpellé, donc je me suis sûr qu'il doit y avoir des gens qui doivent la connaître, enfin qui doivent aimer. Mais vraiment, c'est le non fun. Je l'ai testé une fois sur Board Games Geek, Tabletop Simulator. Donc de jeux en ligne quoi. Avec des potes, vraiment, on s'est fait chier un max. Bon après, en .md, Anatole, Exploding Kittens, c'est un peu un jeu social. Ben, je l'ai testé après coup, mon frère l'a amené et tout, la famille. C'est vraiment nul, mais c'est nul. Vraiment, le gameplay est nul, il ne se passe rien. Enfin si, c'est que pendant... En fait, la stratégie la meilleure, c'est juste tu pioches des cartes. T'attends, et à la fin de la partie, tu joues toutes tes cartes. Et... ça fait que vraiment c'est nul, c'est pas rythmé, non vraiment Exploding Kittens c'est nul. Et je mettrais ça pareil avec Perse vs Vibes qui est du même créateur, c'est vraiment aussi nul. C'est un peu mieux qu'Exploding Kittens mais c'est nul. C'est nul. Sushigo qui est très cool. Sushigo c'est un peu l'expérience de draft ultime pour casual, pour ultra casual. Donc Sushigo qu'on a découvert sur un peu plus Board Game Arena je crois, donc encore une fois un truc en ligne. Sushigo c'est vous draftez, donc un peu comme Magic ou Seven Wonders si vous savez pas ce que c'est. Et vous draftez des petits sushis, vous faites des petites combinaisons, c'est très simple et à la fois c'est très optimisable. Mais en plus, cette optimisation ne vous apporte pas un énorme avantage, ce qui fait que des casus qui ont pas beaucoup de jouer au jeu et qui peuvent jouer à quasiment aucun jeu en général, peuvent très bien être en phase avec des gens comme nous là, comme vous qui regardez la vidéo, qui jouent énormément aux jeux de plateau. C'est très simple à comprendre, les arts sont jolis, les cartes sont assez cool, ça coûte pas cher, donc vraiment, Sushigo, j'aime beaucoup. Sushigo, que je vais mettre, voilà, je le dis, en vraiment cool. J'assume, voilà, j'aime vraiment Sushigo, c'est super. C'est très cool, n'hésitez pas à acheter Sushigo, ça coûte pas cher, tout le monde comprend. The Island, le jeu un peu phare de Dimitri. Je vais vous montrer ceci, donc The Island, board game. Donc The Island, le but, bon de toute façon vous le connaissez tous, hein, The Island, le principe c'est que vous êtes sur une île qui est en train de tomber, donc elle tombe physiquement, vous enlevez des petits trucs, et vous devez aller le plus vite possible dans des radeaux, naviguer dans la mer, mais faire attention aux requins, aux baleines, aux dragons, et bien sûr trahir ses amis pour amener ces petits pions qui valent le plus de points possible à la côte. Bon, je trouve ça ok, mais c'est pas la fête. Voilà, The Island, moi je trouve ça juste ok. Je dis pas non à une tête game aussi, mais c'est pas moi qui vais proposer une game de The Island. Encore une fois, voilà, ça reste ça reste le jeu de plateau average. Qui est-ce? Bon bah qui est-ce? Ça va en borf direct, parce que c'est borf. Pas de petite justification. Hop là, ce fut une petite coupure qui va sûrement en avoir une aussi incessamment sous peu. Et voilà, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, donc je ne sais pas plus où j'en étais. On est le jour suivant, enfin le lendemain.
si vous préférez cette expression. Keyforge, donc voilà, c'est un peu un jeu de cartes Keyforge. Ouais, de toute façon, j'ai mis des jeux de cartes en fait. Keyforge, enfin, j'ai surtout mis ce jeu de cartes car c'est un peu une exception. Keyforge, vous devez sûrement connaître le concept, je n'explique pas expliquer les règles, mais ça, c'est si ça vous intéresse. Mais en gros, vous achetez des paquets et le dos de ce paquet est un dos unique. Donc évidemment, je tape, il n'y a absolument aucun dos qui se montre, mais en gros, votre dos de carte est unique. Il y a un nom qui est généré aléatoirement, qui fait sens, l'ambidextre de la taverne, moi j'ai eu un truc comme ça. Et vous ne pouvez pas ajouter de cartes à votre deck, ni en enlever. Votre deck, vous l'achetez, c'est comme ça, c'est fini. Alors ça vient avec son lot de problèmes, mais aussi son lot d'avantages, qui notamment, c'est, vous l'ouvrez, et boum, vous pouvez directement jouer avec n'importe qui et avoir un vrai deck compétitif, quoi, vu que tous les decks techniquement sont compétitifs. Bon, les avantages, forcément, ça vient sur le techniquement. Il y a forcément des decks plus forts que d'autres. Et bon, c'est un peu sur ça. Je vais pas rentrer dans toute cette philosophie, mais ce fut un bon jeu. Voilà, moi je dis Keyforge, je dis pas non une petite game. Parce que franchement, c'est très rigolo. Tu ouvres un pack, c'est parti, tu fais une partie. Bon, il y a des match-ups où tu peux pas vraiment gagner, mais quand tu trouves des bons match-ups, tu peux bien t'amuser. Donc vraiment, c'est pas mal. Je dis pas non une petite game Keyforge, j'ai beaucoup aimé. Quelques trucs à corriger sur le concept, mais j'aime bien. Surtout que moi, enfin, dans les jeux de cartes, mon délire, c'est pas trop, construire un deck avec 10 000 cartes à disposition, ça c'est pas trop mon truc, donc Keyforge, ça provient parfaitement. Nous avons ensuite les échecs. Les échecs, forcément, voilà, les échecs, c'est une découverte il y a quelques mois que je me suis mis aux échecs, de 1 ou 2 mois, et vraiment, ça m'a étonné à quel point c'était bien. Genre, ça peut paraître un peu, oh, moi je joue aux échecs et tout, bon, c'est un peu ça, mais non, vraiment, les échecs, c'est vraiment, enfin, en soi, le jeu est vraiment bien, parce que je m'attendais pas, parce que bon, je me suis dit, ok, bon, ok, faut réfléchir et tout, mais bon, voilà, c'est juste ça. Mais non, en fait, c'est vraiment un jeu, ce que je m'attendais pas plutôt, ce à quoi je ne m'attendais pas. Donc vraiment, les échecs, si vous avez un peu de temps, oui, bon, alors il faut beaucoup de temps, ça c'est un peu chiant parce que ça est très long à s'améliorer. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à regarder, pas forcément regarder des vidéos pour apprendre et tout, ça viendra après si ça vous kiffe. Mais c'est vraiment bien les échecs. Et pour le symbole des échecs, parce que ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde joue, tout le monde sait jouer aux échecs. Donc ça c'est vraiment un avantage aussi. Je vais le mettre en côte parce que c'est un jeu indémodable. Comme a dit Dimitri, c'est le jeu. C'est un jeu vidéo, ça fait 1000 ans qu'il a pas eu de patch. Bon, puis il doit sûrement avoir une exception, les règles elles ont changé, je croyais pas si longtemps que ça. Fixe année qu'il n'y a pas eu de patch et tout le monde y joue, ça montre que c'est vraiment le jeu un peu ultime. Alors qu'avons-nous pour la suite? Nous avons Jumpstart. Alors Jumpstart qui reprend un peu le modèle de Keyforge, Jumpstart. Donc Magic Jumpstart, il faut imaginer un peu la même chose. Hop là, ça reprend le concept de Smash Up. Pour ceux qui connaissent Smash Up, moi j'ai pas joué à Smash Up, mais je connais le concept. Donc c'est Magic, hein, voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est que en particulier Magic Jumpstart? Parce que j'ai dit que, enfin, Jumpstart c'est le jeu de société Magic en fait. Ils ont sorti des jeux de société, mais ils étaient tous pourris. Et Jumpstart c'est vraiment pour moi ce qui représente le mieux, ce qui est censé être un jeu de société Magic. C'est en gros, tu prends quand tu ouvres un booster, c'est un demi-deck. Donc voilà, il y a plein de thèmes. Alors là, c'est des thèmes un peu éclatés par terre, parce que voilà. Mais il y a des thèmes vraiment rigolos, même les thèmes éclatés par terre, c'est très bien. Donc Cats, Feathered Friend, Enchanted, donc c'est tous des demi-decks, vous les mélangez, et c'est parti, on peut faire une game contre 2 autres demi-decks. Et j'ai pu le tester le week-end dernier, c'est vraiment super fun, bien plus fun que ce que je pensais. En fait j'avais peur que juste tu mélanges deux demi-decks et que tu aies l'impression de jouer avec 2 demi-decks. Alors parfois, c'est le cas, parfois ça synergise pas du tout, mais assez souvent, ça synergise vraiment bien et tu as vraiment l'impression d'avoir une nouvelle expérience à chaque fois que tu mélanges des demi-decks différents, même s'il y a un demi-deck qui est en commun entre les 2 decks. Et pour ça, vraiment, Jumpstart, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose qui, je pensais qu'il n'était pas possible, c'est justement voilà, d'avoir une capsule de Magic que tu pourras toujours jouer, parce que Magic a la rotation, les power creep des cartes, etc. Et ça vraiment, c'est un petit truc que tu pourras jouer toute ta vie avec, et ça sera toujours super fun. Et en fait, je pensais aussi que le truc le plus rigolo, ça allait être d'ouvrir les packs, découvrir les cartes un peu et faire des parties avec les packs que tu connais pas. Mais que nenni. En fait, le plus drôle, à mon opinion, c'est une fois que tu connais tous les decks, t'essaies de trouver les demi-decks qui vont le mieux marcher ensemble. Parce qu'il y a des demi-decks qui vont bien marcher ensemble. Et faire ça, c'est super fun. Genre, avec la personne avec qui j'ai joué, on a fait des trucs et tout, et on est arrivé à avoir 2 decks
bon, un deck chacun quoi, qui est vraiment opti et tout et qu'on aime vraiment beaucoup jouer. Moi c'est Dogs et Heavily Arbored. C'était un deck vraiment bien. Après voilà, ça vient avec son lot de désavantages. En fait, l'avantage et le désavantage c'est qu'il est casu. Cette édition est casu, il y a des cartes pas trop compliquées. Il y a des decks qui sont forcément plus forts que d'autres, donc tu peux pas faire grand chose quand il y a un deck plus fort que l'autre. Et bon là, quand on va avoir des combinaisons plus fortes que l'autre. Mais voilà, c'est un avantage parce que du coup tu peux jouer avec des personnes qui savent pas trop jouer, et c'est un désavantage parce que si le match-up tu l'as pas, ben juste tu peux pas gagner. En très gros. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Donc faites-vous un avis, essayez d'ouvrir Dumpstart, c'est vraiment pas cher en plus, c'est 4€ un pack. Donc pour 8, ouais, bon, pas cher, tout est relatif. Hein. Mais voilà. Jumpstar, je vais mettre dans vraiment cool parce que pour moi c'est vraiment c'est Magic dans une capsule et j'adore Magic donc voilà, j'ai bu un peu. On va ensuite Cards Against Humanity. Alors donc j'imagine que vous connaissez le concept aussi. Cards Against Humanity, c'est non, pas shopping, ne pas acheter le jeu. C'est voilà, vous avez des petites phrases noires à trous et vous avez des trucs pour remplir les trous, vous remplissez et ça fait des phrases rigolo drôles. Voilà. The Wood Siren, on the New High School, McCarthy, The Warm, Velvety, Muppet Sex. Bon, c'est des trucs un peu trashy, un peu sexe, la bite. C'est marrant. Et bon, alors Dimitri, je sais qu'on se connaît sa vie, il le mettrait directement en gros jeu de merde. Mais moi, j'ai un autre argument à apporter. C'est marrant une ou deux fois. Voilà. Donc je vais le mettre en bourse. C'est marrant, une ou deux fois, tu rigoles bien, puis après, bon, t'as compris le concept, quoi. Il y a des mêmes jeux dans le même genre qui sont vachement mieux, genre Rigor Mortis, qu'on va voir plus tard. Bon, voilà. Carta Impera Victory, jeu que je prévois de m'acheter incessamment sous peu, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Louise qui, qui l'a offert à Dimitri, un peu au hasard, j'imagine, enfin, tu regardais, elle a trouvé ça cool et tout, et franchement, elle a fait un super choix, car j'adore ce jeu. Donc c'est un peu comme Sushigo, mais en le step au-dessus, niveau complexité de jeu. Et vraiment, j'adore. Alors ça reste Carta Impera Victoria, bon, voilà. Alors, il y a un peu plus de complexité, donc ça c'est la fiche, vous avez des pouvoirs en fonction des factions que vous recherchez, les factions elles sont ici, je crois qu'il y en a une en plus, oui, l'art. Et voilà, ça reste le même principe, vous draftez, les cartes elles sont pas compliquées, les cartes c'est juste des couleurs en fait. Et j'adore parce que c'est comme ça a la simplicité un peu de Sushigo, le truc est pas, il n'y a pas 10 milliards de mots sur les cartes, mais en même temps, c'est un truc que tu peux vraiment optimiser. Là, l'optimisation est utile et du coup, voilà, moi, je préfère un peu plus, même si c'est bien de ne pas avoir d'optimisation comme ça, tu peux jouer avec n'importe qui vraiment. Là, il y a un petit, tu prends vraiment l'avantage si tu réussis à bien concocter son plan. Et plan qui est changeant évidemment parce que c'est du draft donc tu peux pas savoir quelle carte tu vas avoir. Donc j'adore moi Carta Impera Victory et je vais le mettre dans vraiment cool parce que vraiment j'ai fait 6 ou 7 games et j'ai adoré. Alors nous avons ensuite la série des Catan. Donc j'ai inclus les extensions, donc ceci n'est pas une extension, attention. J'ai inclus les Catan, je regarde juste que ça tourne bien. Ça tourne bien, très bien. Les Catan, alors Catan c'est un peu un jeu de cœur, pour tout le monde en même temps. J'ai découvert dans ma famille allemande, de ma famille d'accueil allemande, et bon, je l'ai défoncé. Bon, il ne devait pas être très commun aux jeux de plateau et tout, c'était il y a très longtemps, c'est quand j'avais genre 10 ans. Et voilà, c'est un peu le jeu, on se rassemblait et tout, on jouait, c'était vraiment fun. Et au-delà de ça aussi, Catan c'est le jeu de plateau. Après, il a ses lacunes, il a ses avantages, donc je vais mettre ça en je dis pas non à une petite game. Voilà, je dis pas non à une petite game. Et je vais donc parler maintenant de ces deux extensions qui changent vraiment le jeu, c'est pour ça que j'ai tenu à les mettre. Catan Chevalier qui je trouve améliore le jeu, et Catan Marin qui je trouve rend le jeu peut-être un peu moins. En fait j'y ai peu joué, je l'ai mais j'y ai peu joué parce que déjà c'est beaucoup de setup. Parce qu'il faut faire une énorme île, ça ajoute pas forcément de la nouveauté, c'est juste bah tu peux prendre des bateaux pour aller sur d'autres îles, voilà ça. Mais tu construis toujours des villages et tout, alors que dans Catan Chevalier, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux aller dans des
un peu dans, tu peux t'orienter. Bon, alors c'est pas vraiment toi qui choisis, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tu peux aller vraiment dans des, en fait, il y a plein de cartes. Tu peux construire des bâtiments, donc des bâtiments économiques, des bâtiments diplomatiques, un bâtiment, je me rappelle plus lequel. Et ces bâtiments te permettent d'avoir des cartes spéciales que tu peux jouer, qui donnent des pouvoirs divers et variés. Et ça change vraiment le concept. Donc, alors, il y a aussi des chevaliers, mais je vais pas rentrer dans le détail. Alors que Catan Marin, si on voit, bon, voilà, ça change la forme de l'île. Ok. Est-ce que ça change vraiment le jeu? Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Oula, peut-être que mon micro. Donc, hop là, encore une petite coupure. Donc voilà, comme je disais, on a là, c'est bien réparti. Là, les trois, le jeu de base, l'extension, une extension bien, une extension bof. Oula, vous deviez avoir le ventilateur, ça devait être horrible. On en vient à Catan Galactique, qui n'est pas une extension de Catan, mais Catan Galactique. Catan Galactique, qui est un peu... c'est une grosse version, le jeu coûte 80 balles et tout, c'est un truc légit. Et voilà, vous avez une petite fusée, vous la développez, vous avez des événements, vous voyagez de planète en planète. C'est très sympathique, je dois l'avouer, ça corrige pas certaines lacunes de Catan. Après, est-ce que c'est vraiment des lacunes? Voilà, c'est force avantage. J'avais notamment la chance sur les jets de dés, mais bon, c'est comme ça. Il y a des petites cartes événements, tu voyages dans l'espace, c'est bien sympathique. Il y a des comptoirs commerciaux qu'il faut essayer d'aller acquérir en premier pour avoir des bonnes relations avec des factions. C'est vraiment très sympa. Donc je vais le mettre en. Voilà, je dis pas non à une petite game parce que Catan Galactique, c'est bien. Après, c'est peut-être un peu long si on considère un peu la chance. Et il peut y avoir des gros tournements à cause de la chance, qui peut être un peu parfois frustrant. Est-ce que ça m'est arrivé? Oui, voilà. Dans le mauvais sens, malheureusement. Mais voilà. Alors, Monopoly. Bon, Monopoly, c'est marrant le Monopoly, mais c'est aussi de la grosse merde. C'est marrant parce que voilà, encore une fois, on est sur les jeux très accessibles à tout le monde, mais quand on va un peu au fond des choses, pas ouf le Monopoly, quoi. C'est très, encore une fois, très chance. Alors, et je sais j'ai eu quoi, vent qu'il y avait une version Monopoly de compétition que je n'ai jamais eu la chance de jouer. Alors par contre, Monopoly compétition, c'est quoi qui me dit là? Voilà, il y avait une version compétitive. Bon, j'ai pas d'exemple du jeu Monopoly avec quelques règles et tout ajoutées pour faire des trucs un peu différents. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc là c'est le Monopoly normal. Je vais le mettre en boif parce que bon, le Monopoly, parce que c'était marrant quand on était gamin, quoi. Mais là maintenant, on veut du vrai jeu. Le jeu de la vie. Alors, le jeu de la vie, c'est vraiment bien. Game. Jouer à Destin, je crois que le jeu il s'appelle. Je crois que voilà, c'est la version là. Ces petits jeux avec la petite roue là, je me rappelle plus comment. Oui, Destin, là, le jeu de la vie. Voilà, ça c'est encore un jeu que je jouais en Allemagne. Vraiment t'es cool et tout, t'as un petit métier. Bon alors ça aussi c'est vraiment de la chance, mais ça c'est voilà, c'est plus concret. C'est ta vie, c'est ton argent, c'est ton métier. Donc vraiment j'aime beaucoup ça. C'est très divertissant. Donc je vais le mettre dans. Ok. Alors bon, évidemment vous allez dire, ouais, t'aimes beaucoup, alors pourquoi tu mets dans OK? Ça reste un jeu, voilà, un peu style Monopoly, mais je trouve que c'est plus marrant, le jeu de la vie plutôt que le Monopoly. Donc je vais les mettre ici. Jungle Speed. Jungle Speed, donc c'est la version un peu plus complexe que le Ali. Ah oui, bon voilà, je vais noter Jungle Speed et Aligali en même temps. Aligali, c'est simple, c'est Aligali. C'est peut-être un Y. Aligali, non, c'est simple, c'est en gros, c'est du Jungle Speed, sauf qu'il n'y a que genre 4 fruits différents. Il y a 4 types de fruits différents, peut-être 5. Et dès qu'il y a 5 fruits sur le truc, bam, vous tapez la sonnette. Alors déjà, je trouve que la sonnette, c'est vachement mieux qu'un totem. Parce que la sonnette, il n'y a pas de doute qui a tapé. Celui qui a sa main en dessous, il a sa main en dessous, quoi. Il peut pas avoir, ah oui, moi j'ai les 2 tiers du totem. Ah, moi j'avais mon petit doigt dessus. Du coup, non, là, toutes ces conneries, on les retire. Là, c'est simple et précis, c'est extrêmement rare qu'il y ait débat. Et c'est vachement plus basé sur les réflexes parce que le speed, il y a observation et tout. Ah mince et tout, il y avait un petit carré là. Hein. C'est pour ça que moi je préfère Aligali. Moi je trouve ça Aligali vraiment cool. Voilà. C'est peut être un peu bizarre parce que le jeu est très simple, mais moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et Jungle Speed, je vais les mettre en OK. Voilà, je vous dis, il y a vraiment une grosse différence. Aligali, on perd pas de temps, on va directement au but. J'aime pas trop les détours qu'on prend de Jungle Speed. King of Tokyo, donc King of Tokyo, vous incarnez un gros monstre. King of Tokyo, vous incarnez un gros monstre.
Hop là, et vous essayez de détruire Tokyo. Voilà, vous avez chacun un petit monstre, il y a plein de dés. C'est marrant les dés. Alors, en fait, je trouve que le gros avantage de ce jeu, c'est les cartes. Mais malheureusement, enfin, j'ai l'impression, alors j'ai pas fait énormément de parties, hein, c'est à noter. J'ai l'impression les cartes, c'est pas amené à en avoir beaucoup dans la game. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ce serait un peu mieux si t'avais plus de cartes, plus de pouvoir au cours de la game. Du coup, je vais mettre ça en. Ouh, il y a des bruits dehors. Je vais mettre ça en. Ok, je pense. Mais je pense. À mon avis, c'est parce que j'ai pas joué à cette game. J'ai dû faire 3 parties dans ma vie. Et peut-être ça mériterait à je dis pas non à une petite game. Loup-garou. Alors, Loup-garou, c'est un gros jeu de merde. Vraiment, non, mais il y a pas de débat. Genre, vraiment, le concept du jeu, le concept même du jeu qui fait que tu ne joues pas une fois sur 3 et que tu te fais chier pendant que tous les autres jouent, c'est nul. Et même quand tu joues, tu te fais chier aussi quand t'es un villageois. Donc, mais même quand t'es pas un villageois, tu te fais chier. Bon, alors, voilà, il y a les rôles, loup-garou, peut-être la petite fille, tu vois. Ça, ok, tu passes une gun game si tu te fais pas tuer dès le début. Mais ça fait beaucoup de si pour juste pouvoir jouer au jeu. Et donc, vraiment, non, ça, c'est nul. C'est nul. Alors, je crois que j'avais mis de mémoire, j'ai un jeu dans la liste qui est pareil que Loup-garou mais mieux. Ouais, bon, je sais pas. Et en plus, Loup-garou, vraiment, enfin, la stratégie, ça n'existe, enfin, il n'y a pas de stratégie. Oui, bah, que tu connais les personnes, tu vois, tu peux peut-être faire un truc et tout. Mais non, en fait, c'est comme, faut s'imaginer. Among Us, là, ouais, c'est bien. Tu peux dire, ah ouais, t'étais là à ce moment et tout, t'étais avec moi, je t'ai vu, tu m'as accompagné. Non, Loup-garou, tu peux te baser sur rien. Surtout, le premier vote, tu te bases sur rien, c'est que de la chatte. Dis, ah, je t'ai entendu bouger ta chaise alors que le mec, il s'est juste gratter les fesses parce qu'il avait envie de se gratter les fesses. Non, c'est vraiment nul, Loup-garou. C'est nul. Ma dernière expérience, c'était en plus avec un gros groupe où genre vraiment tu te faisais éliminer dès le début, tu t'attendais 1 heure, donc non, c'est pas possible, pas possible. Euh, Nous avons aussi, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est un autre jeu de loup-garou, bah c'est aussi de la merde. Voilà, c'est vraiment c'est le loup-garou 5 minutes, loup-garou 5 minutes, je crois. C'est peut-être comme ça que ça s'appelle. Loup-garou pour une nuit, voilà. C'est éclaté. Mais vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait faire un jeu aussi éclaté que ça. Heureusement, je l'ai eu gratuit. C'était un petit tirage au sort et tout. Tu pouvais choisir son lot. Bon, il y avait tout le monde gagnait au minimum un truc. C'était au Canada. Moi, je me suis dit putain, cool, un jeu. Il y avait des babioles de merde. Moi, je dis bah, je vais prendre le jeu. C'est cool les jeux. C'est nul. J'aurais pris un mug. J'aurais été plus content que ça. Mais putain, oh, qu'est-ce que c'est éclaté, ne l'acheter jamais. Alors il y a d'autres versions, Vampire pour une nuit et tout, non mais ça vraiment c'est horrible. Il y a une petite application, tu vois, ça part d'un bon esprit, une petite application et tout, pour qui narre ce qui se passe. Mais vraiment non, c'est nul. Enfin, c'est la même faute que Loup-garou. Alors ça, vu que c'est très court, il n'y a pas ce truc de tu joues pas pendant 1 heure, heureusement. Mais c'est pareil, genre à la fin tu ne te bases sur absolument rien, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune. Bon bah je pensais toi. Allez. Bah c'était toi. Ok, super. Non, vraiment c'est éclaté. Donjon de Nullbug. Alors Donjon de Nullbug, c'est un peu un party game mais élaboré, next level au niveau de la complexité, où genre tu fais une aventure un peu dont... Ouais non, moi j'ai la flemme d'aller chercher, tu peux... Et tu fais un peu une aventure et tout, et tu dis ah ok maintenant il faut qu'on fasse le challenge des chaises, donc vous vous mettez tous debout sur les chaises, vous essayez de faire passer un truc en équilibre, c'est un peu un truc avec des gages. Alors, le concept est bien, mais le problème c'est qu'il y a... ce qui est bien avec les party games, tu joues pas tous les jours. Ça, on est d'accord. Et pour moi, un party game, il faut que les règles soient simples et facilement remémorables. Ce qui est le cas de Decrypto Codenames. C'est vraiment pas long, il y a des mots et tout, tu dis infiniment, point, c'est fini. Alors évidemment, il y a quelques petites subtilités parfois que tu oublies, mais c'est pas très grave. Et Donjon de Nullbug, j'y ai joué quelques fois, mais je suis incapable de me rappeler des règles. Et si je veux me rappeler des règles, il faudra que je passe au moins 20-30 minutes à relire le cahier de règles et tout. Et ça, bah, tu peux pas. Ou alors, faut que tu prévois, ok les mecs, jeudi 18, on joue à Donjon de Nullbug et tout, mais tu fais pas ça pour des party games. Donc, malheureusement, Donjon de Nullbug qui part d'une bonne intention et qui est bien réalisé et tout, c'est fun, les trucs sont fun et tout, mais si t'es un peu dans un état second, comprendre les règles de Donjon de Nullbug, ça va être compliqué. Les règles sont pas alors incroyablement compliquées, elles sont normal tier pour un jeu, mais pas normal tier pour un party game. Donc je vais mettre ça malheureusement à Boirf. Parce qu'il ne répond pas. Il est un peu hors sujet, malheureusement. Il essaie de faire deux choses. Il les fait bien indépendamment, mais quand tu mélanges, ça marche pas.
Pandémique, j'ai joué à Pandémique, donc c'est un petit jeu pas d'actualité, ma foi. Un petit jeu coop, enfin petit jeu, pas du tout un petit jeu, un jeu coop, Pandémique, jeu. Un petit jeu coop, il y a une carte et il y a des virus qui essayent de se développer, et il faut que tu ailles de position en position pour neutraliser les virus. Alors, et tu crées des hôpitaux et tout, chacun a son petit pouvoir. Non, à Pandémique, j'ai fait une partie et je dois vous avouer, même s'il a un super classement, et la campagne de Pandémique, je ne l'ai pas testé, c'est celle qui a le meilleur classement sur Board Games Geek, elle est genre 3ème ou 4ème jeu de bateau. Donc j'ai hâte de la tester. Mais en tout cas, le jeu de base, j'ai du mal. J'ai du mal. Encore une fois, j'ai fait qu'une partie, donc à voir si j'ai vraiment tout vu, mais c'est vraiment pas, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi. Déjà, c'est de la coop et c'est un peu le syndrome des jeux coop où, alors bon, où genre c'est un mec qui peut tout décider. Il y a pas les jeux coop. Un exemple de jeu coop là-dedans. Gloomhaven par exemple, c'est jeu coop, mais tu dois décider tes cartes sans montrer aux autres et tout. Un autre jeu coop. Je sais pas si j'ai beaucoup de jeux coop ici. Bon, bref, le fait est que tu ne peux pas. Enfin, c'est vu que tu peux pas vraiment. S'il y a un mec qui est un peu trop imposant, hein, et parfois c'est moi, je n'ai pas les mains, tu peux un peu ne pas jouer. Voilà. Genre, tu sais, les autres te conseillent, et bah, tu sais, bah, ils te conseillent bien, du coup tu fais ce qu'ils disent, mais du coup tu joues pas. Et il n'y a pas que ça, hein, mais ça fait partie des choses, et puis c'est pas hyper excitant. Bon, il y a beaucoup de jetons, c'est un peu bizarre. Donc bon, Pandémique, moi, je vais le mettre en boif. Mais peut avoir, peut-être que faire une autre partie. Ça va. Alors imagine, concept très sympa. Imagine un jeu. C'est en gros, t'as plein de cartes en plastique transparente et le but c'est que c'est genre comme c'est un jeu classique où il faut faire deviner des mots, genre par exemple des mots, expressions, célébrités, genre n'importe quoi. Et pour ça, tu dois le faire deviner avec des cartes en plastique, tu les superposes et tout, et ça fait une petite scène. Genre par exemple, les trois mousquetaires, tu vas prendre trois mecs, et tu vas essayer de créer un peu ce qui ressemble à des épées avec les autres cartes. Ou genre à un moment, j'ai un pote qui a fait un loup, qui a réussi à faire une tête de loup avec un demi-cercle, deux lignes et tout. C'était vraiment bien. C'est Yann. Et c'est vraiment très cool. Je trouve que c'est un très bon party game. Et moi, je devais le mettre que c'est vraiment cool. Parce que, voilà, c'est un party game. Et c'est vraiment cool. Les cartes sont en plastique. Donc, c'est pas si tu renverses du liquide dessus. Et ça, c'est bien pensé. Citadelle. Alors, Citadelle. Citadelle. Citadelle, c'est. Voilà, bon, après, très connu le jeu. En gros, à chaque début de tour, vous drafter des rôles. Donc il y a des rôles qui sont pris, chaque fois vous prenez déjà un, et à chaque tour ça change. Et il faut construire des petits bâtiments avec. Je sais. Où est-ce que je le mets, Citadelle? Parce que c'est bien, il y a quelques défauts. C'est bien. Moi je vais le mettre dans OK. OK parce que. Est-ce que je le mets dans. Je dis pas non à une petite game. Parce que c'est quand même pas mal, Citadelle. Hein. Ah oui, non, ok, je me rappelle pourquoi je le mets dans OK. Alors c'est bien, c'est un bon jeu, c'est-à-dire voilà. Mais pourquoi est-ce que je le mets dans OK? Parce que tu peux trop te faire niquer par. En fait, tu peux vraiment lose la game. C'est un peu ce qu'il faut pas faire dans les drafts, normalement. Vous savez, dans les drafts, il faut mieux, au lieu de counter-pick tous les trucs qui plairaient au mec de gauche, et du coup, le mec de gauche et toi avez un deck de merde et tout le monde a des bons decks et vous faites défoncer. Ben, j'ai un peu que c'est. Il y a la même chose qui se passe dans Citadel, c'est que si tu prends les rôles genre assassin et tout, tu perds un tour et tu fais perdre un tour à quelqu'un. C'est un peu ça, globalement. C'est pas exactement ça, mais c'est le principe général. Et du coup, du coup, c'est pas fun pour aucun des deux. Et voilà, et ça met dans la merde le mec qui a fait passer le tour, et c'est excessivement dur de revenir d'un assassin. Et c'est ça que maintenant que je trouve dommage. Il y a assassin et un autre rôle qui est comme ça, le voleur. Et sans ces deux rôles, je pense que le jeu prendra une meilleure tournure, ce serait un peu moins cancer, ça serait. Voilà. C'est bon, c'est pour ça que je le mets dans OK. Dixit. Ah bah Dixit. Alors Dixit, j'ai du pour et du contre. Dixit, c'est très bon jeu, donc Dixit, bah, vous connaissez tous Dixit aussi. Hein. Dixit, il y a des cartes un peu ésotériques, voilà, des trucs très chelous, comme vous pouvez voir. Et il faut essayer de faire deviner des mots avec ces cartes. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Genre imaginez, vous dites un truc, il faut que je trouve un truc un peu original là. Euh, pou, 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 pou.
instant réflexion. Hmm. Ouais, je vais dire un truc nul, mais genre si je dis genre anglais, tu vois, boum, bah lui il a c'est un costume, et les autres doivent essayer, c'est un costume de garde anglais, donc c'est celle-là que je pense, et les autres doivent essayer d'embrouiller avec des cartes qui pourraient faire penser à anglais. Bon, voilà, très mauvais explication, enfin très mauvais exemple, mais c'est très cool. Cependant, je trouve que dans le jeu de base, il n'y a pas assez de cartes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'extensions avec des nouvelles cartes, ça par exemple c'est des nouvelles cartes qui sont pas dans c'est des cartes qui sont pas dans le jeu de base. Et le jeu de cartes, mais le jeu de base, t'en fais vite le tour des cartes. Alors c'est pas très grave parce que c'est de l'imagination. Voilà, ça c'est les cartes du jeu de base. Euh, Ce qui fait que bon, tu vois, par exemple, ici, si je dis marié, bah là, ça fait penser à des mariés parce qu'elle a des boucles d'oreilles de mariée. Là aussi, ils sont en costume de mariée. En plus, ils jouent aux échecs noir et blanc. C'est un peu le principe du jeu. Mais voilà, alors je vais mettre dans. Je dis pas dans une petite game sur le jeu de base parce que je commence à un peu toutes les connaître et du coup, il y a un peu moins le truc de la découverte et tout. C'est un peu la rejouabilité est bien, mais pas fantastique. Ce qui ferait que je dis pas dans une petite game. Brass, alors Brass, ouais, Brass, c'est un jeu un peu de la catégorie Birmingham. C'est un jeu un peu de la catégorie expert. Donc c'est Brass Birmingham, il y a une autre version, je crois qu'elle est un peu plus simple niveau. Et en gros voilà, vous êtes dans la peau vous êtes dans la révolution industrielle et il y a un système, vous devez organiser un système d'abord c'est quoi d'abord le truc? D'abord de bateaux puis de rails, donc un système ferroviaire pour voilà, avoir augmenté votre empire et tout. Je trouve que c'est un très bon jeu, il est très bien noté sur Board Games Geek et je suis d'accord. Après voilà, c'est un jeu expert, vous pouvez pas jouer avec n'importe qui. J'ai fait genre 2-3 games, 3 games. Donc j'ai pas encore tout saisi la stratégie vraiment bien. Et en plus il y a un système de cartes, le jeu est très joli, il est très thématique. Donc lui je vais lui mettre est-ce que je décide à le mettre dans vraiment cool, je dis pas non à une petite game. Ah, je réfléchis un peu, Je vais le mettre dans vraiment cool parce que je me dis, il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est voilà, les espaces sont assez limités, il faut réussir les espaces sont assez limités, les routes peuvent se partager. Donc je vais le mettre dans vraiment cool parce qu'il y a une bonne interaction entre les joueurs. Ensuite, on va voir Terraforming Mars. Donc Terraforming Mars, un jeu assez célèbre, ma foi, un des jeux experts les plus célèbres, enfin les plus connus et les plus joués. Terraforming Mars, j'ai un. Bon, alors, le jeu ne ressemble pas vraiment à ça, c'est avec les trucs un peu stylés, 3D printed que tu peux acheter à côté, fait par la communauté. Le jeu, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ça, il y a des petits jetons et tout. Euh, Terraforming Mars, j'ai un peu de problème. Alors, il y a un background. On me l'a extrêmement overhypé en fait. Vraiment, on m'a dit, oh, mais Terraforming Mars, les gens ils passent 1000 heures dessus et tout. Ce qui est vrai pour certaines personnes, vraiment, Terraforming Mars c'est leur jeu, ils jouent quasiment que à ça. Et du coup, je me suis imaginé un truc grandiose. Et c'est un très bon jeu, mais pour moi, à mon avis, ce n'est pas un très très bon jeu. Déjà aussi, moi, quand on me dit Terraforming Mars, je m'imagine terraformer Mars. Jusque-là, je pense que vous dites que je ne dépasse pas les bornes. Hein. Et donc voilà, donc en gros, le principe c'est vous avez Mars, vous posez des petites tuiles et tout, vous avez des cartes. Je trouve que niveau flavor, c'est quand même. On se fout un peu quand même de ta gueule. Parce que les seules choses que tu peux poser sur Mars, c'est bon, des villes, t'en poses assez rarement, mais ok, des villes, des arbres et des lacs. Et alors, il y a des tuiles un peu plus spéciales, mais elles ont quasiment aucun impact sur la partie. C'est juste tu les places en réponse. Ah, j'ai joué une super carte qui me donne 10 d'argent, bah je place déchets nucléaires sur le truc et après ça fait plus rien. Un exemple. Dans la plupart des cas, c'est ça. Et moi, voilà, moi j'avais envie de. Moi je pensais que j'allais construire vraiment des bâtiments spéciaux dessus, un peu comme à la civilisation où tu passes. Ah tiens, ici on va mettre quartier culturel, bon, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, je voulais un truc un peu plus de liberté dans la terraformation de Mars, alors que moi j'ai plutôt l'impression qu'on est très restreint dans ce qu'on peut faire, parce que en fait le but c'est d'augmenter la température, d'augmenter l'oxygène et de construire tous les océans. Et c'est ça chaque partie. Il faut faire les 3 objectifs. Donc tu as choix un peu de voir, ah tiens, je vais me focus sur augmenter l'oxygène, je vais me focus sur augmenter la température, sur poser les océans, etc. Et donc, j'étais un peu déçu. Voilà, je le dis sans honte. Après, le système des cartes aussi, c'est assez bien. Le système de drive, de piocher les cartes et tout, faut que tu payes pour piocher des cartes. Ça c'est cool. Donc, voilà. Pour moi, c'était pas un goût, clairement, parce que beaucoup
pense que c'est un GOAT, enfin, enfin, le mettrait en GOAT, moi je ne le mets pas en GOAT, avis personnel. Donc je vais le mettre dans... Ah, ce serait un peu une insulte de le mettre dans je dis pas non une petite game. Donc je vais le mettre dans vraiment cool. Ok. Alors, alors je vais faire encore deux et faire encore une petite pause. Stellium. Stellium, c'est un jeu, jeu que j'ai pu tester une fois, donc je me suis dit le mettre là dans une boutique de jeux. Et si en gros vous avez des petites des constellations et des petites billes, et ici là vous avez chacun ses cartes d'objectifs dans la main, et ça c'est le pool que tu peux piocher après avoir joué un objectif. Et genre voilà, donc là par exemple, il faut que pour pouvoir jouer cet objectif et gagner les points correspondants, il faut qu'il y ait ce pattern de billes sur le plateau. Et ce qui est bien, c'est que le plateau, les trucs peuvent pivoter. Et en gros, tu as un petit sachet de billes, tu pioches, et chaque couleur de bille fait un truc spécial. Donc par exemple, si tu pioches une bille, là je n'importe quoi les couleurs, hein, mais si tu pioches une bille rose, tu peux la poser et faire tourner un plateau de comme tu veux. Si tu pioches une bille bleue, tu peux échanger deux billes qui sont sur la même ligne. Si tu pioches une bille jaune, vous avez compris, il y a des trucs au trou noir qui tournent tout ce qu'il y a autour, etc. Et du coup, le but c'est qu'il faut essayer de bien tourner les trucs pour avoir les patterns que vous avez comme objectif. Et plus l'objectif est compliqué, plus il vous rapporte de points, évidemment. Voilà. Alors, c'est marrant, c'est gimmick, c'est marrant. Donc, bon, j'ai dit ok, parce que c'était bien, mais c'est pas non plus ouf, donc je les ai défoncés. Voilà. Netrunner, qui est un jeu qui est fait par le créateur de Magic et qui est asymétrique, c'est-à-dire que ça c'est uniquement en 1v1. Et les deux joueurs n'ont pas le même gameplay, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer la corporation, et il y en a un qui va jouer le hacker, qui va essayer d'hacker la corporation. Donc il y en a un, c'est purement style défensif, il joue toutes ses cartes face cachée, après c'est bam, bam, carte piège, carte piège, carte piège. Et si le hacker, il a tout, à l'inverse, il a tout face ouvert, et il est que sur l'attaque. Donc il va essayer d'accéder, de passer outre les défenses, donc les pare-feux de la corpo, et essayer d'atteindre les cartes qui sont protégées, qui peuvent être des pièges, des leurres et tout parfois. C'est très cool. Après, malheureusement, je suis très fan de ce jeu. Malheureusement, il est assez mal équilibré sur le jeu de base en tout cas. J'ai des extensions, mais j'ai pas encore pu les tester. C'est que je crois que c'est le hacker qui gagne très souvent dans les tests que j'ai fait. Mais voilà, c'est bien sympa. C'est un jeu de cartes assez complet et assez complexe. Si ça vous tente, n'hésitez pas. C'est assez novateur dans le milieu. Enfin, c'est pas novateur parce que ça a genre 10 ans, mais je veux dire, ça rafraîchit si vous êtes habitué aux jeux de cartes assez un peu plus classiques. Donc je vais le mettre dans... Je dis pas non, une petite game. Si c'était bien équilibré et qu'il y avait un peu plus de... Voilà, je mettrais vraiment cool, là je dis pas non, une petite game. Hop, et du coup je vais faire la coupure là, et on se donne rendez-vous pour la suite de la vidéo. Je vais faire un petit segment et tout, je préfère, comme ça me laisse un peu le temps de digérer ce que j'ai émis et tout. Ciao. Boum. Décidément les coupures, je reviens hier, mais j'ai fait un petit draft Modern Horizon 2, première fois que je drafte l'édition, un petit deck bleu-noir, discard. Vous m'en direz des nouvelles. C'était vraiment un deck super fun. Et là, je vais faire une AP incessamment sous peu. Je pars dans 30 minutes. Donc, j'aurai peut-être encore une coupure à réaliser. Hein. Alors, on venait de noter Terraforming Mars, je crois, si je me souviens bien. Oh non, Netrunner, c'était Netrunner. Et donc, nous avons Dominion. Donc Dominion, là, je n'ai pas mis les extensions car je trouve que ça ne change pas fondamentalement le jeu, ça rajoute des possibilités. C'est pour ça que je mets Dominion, parce que Dominion, il y a énormément d'extensions. Enfin, énormément, il y en a genre 6 ou 7, comme ça. Et voilà, donc Dominion, en principe c'est ça, c'est un truc de deck builder, vous avez des cartes au milieu de la table, des petits paquets de cartes, et vous pouvez acheter les cartes qu'il y a au milieu de la table pour les ajouter à votre deck. Ça fait qu'au fur et à mesure de la partie, votre deck devient de plus en plus gros, vous pouvez faire de plus en plus de combos, et donc c'est sympa. Je vais mettre ça dans Dominion, je dis pas non à une petite game, je le mets pas dans vraiment cool. Pourquoi est-ce que je le mets pas dans vraiment cool? Parce que il y a plusieurs défauts, je trouve, notamment le fait que les tours de certaines personnes peuvent prendre pas mal de temps. Bon, après, tout est relatif, mais quand tu commences à jouer à 3-4, c'est assez long.
Et ça peut être un peu chiant en attendant, surtout si le mec fait boum, combo, boum, bam, bim, je pioche 17 cartes, je gagne 18 d'or et tout. Bon, voilà, parce que ça arrive quand t'as une bonne pioche. Et que toi, à ton tour, bah, c'est j'ai 5 pièces, j'achète cette carte. Et parce que voilà, pas forcément parce que t'as un mauvais deck, mais juste parce que bah, quand t'as pioché 5 pièces et t'as pas pioché beaucoup de combos. Je trouve que ça, c'est un petit désavantage. Et voilà, il y en a quelques autres, mais je mettrai dans Je dis pas non une petite game. Je rappelle, dis pas non une petite game, c'est quand même c'est un bon tir. Hein. Alors, Call to Adventure. Donc, Call to Adventure, Call to Adventure. C'est un jeu qui je pense n'est pas trop connu. C'est une sorte, un truc qui mélange une sorte de jeu de rôle et un jeu. Un jeu classique quoi. Le souci, c'est que je trouve qu'il fait les deux un peu mal. Il fait les deux pas vraiment complets, et du coup, bah, ça donne un mélange qui est ok, mais pas insane. Vous voyez où je veux en dire. Mais donc voilà, donc en gros ça ressemble à ça. Avantage, c'est les illustrations sont excessivement jolies. Mais en gros voilà, vous choisissez un background de votre personnage, qu'est-ce qu'il fait actuellement et quel est son objectif de vie. Et ensuite, il n'y a pas de dés dans le jeu, il y a des runes. Donc en gros, vous lancez des runes, c'est des trucs, c'est pile ou face quoi. Vous lancez plein de pile ou face en même temps. Broum, c'est assez satisfaisant, mais ça reste un pile ou face, donc c'est un peu dommage. Voilà, on peut les voir en bas à gauche les runes. Et donc quand vous partez en quête pour voilà, climb the summit, vous devez lancer un jet de runes, les runes correspondantes et correspondant à votre caractéristique dans cette stat. Et ça vous dit si vous avez réussi ou pas, vous pouvez gagner de l'expérience et tout. Et il y a aussi des petites cartes, vous pouvez avoir des petites cartes, vous pouvez choisir votre orientation, l'orientation dans le bien qui vous lock dans les cartes du bien et le mal qui vous lock dans les cartes du mal. Et bon, moi je vais les mettre en OK parce que c'est bien, mais c'est pas non plus tip top. L'aspect jeu de rôle, je trouve, n'est pas. Alors certes, tu peux partir dans toute ton imagination, mais à la fois, les cartes que tu as te bloquent pour une imagination, pour faire ce que tu veux, et à la fois, elles te donnent pas assez, je trouve. C'est un peu un entre-deux que j'aime pas, que je suis pas forcément fan. Après, je suis pas forcément fan des jeux de rôle. Et voilà, je les mets en OK parce que c'est bien, mais bon, c'est une partie de temps en temps, quoi. Alors, route. Ceux qui me connaissent savent déjà où route va aller. Route, board game. Alors, route, c'est un jeu. Bon, je coûte le suspense, je vais directement au goût. Voilà, comme ça, j'ai votre attention. Alors, route pour moi, c'est un jeu. Si c'est un jeu se rapproche de la perfection, c'est route. Je le dis. C'est En gros, c'est pour dire le principe, vous avez différentes factions, donc il y en a que 4 dans le c'est un peu compliqué, il y en a que 4 dans le jeu de base, il y en a 6 dans le jeu de base français. Donc on va dire qu'il y en a que 4 dans le jeu de base, le jeu de base anglais. Il y a les petits chats, les petites souris, il y a les petits oiseaux et il y a le vagabond. Et chaque faction a un gameplay complètement différent. Donc faut imaginer que il y a une table, il y en a un qui joue au président, il y en a un qui joue au Cums, il y en a un qui joue au Uno, et il y a l'autre qui prépare un cassoulet. Et c'est vraiment tout ce mélange, mais à la perfection. C'est vraiment incroyable. L'équilibrage est sur le fil, le gameplay est sur le fil. Alors, il y a aussi là quelques désavantages peut-être, notamment quand tu joues à 4 aussi, des tours qui peuvent mettre, ça peut mettre un peu trop de temps à venir à toi. Après, heureusement, tu as très souvent des choses à faire. Parfois aussi des petits déséquilibres si les personnages autour de la table sont cons, mais ça c'est pas de ma faute. Et voilà, et en gros donc le but vous avez tout la même condition de victoire, c'est d'avoir 30 points, mais la manière d'obtenir des points est complètement différente pour chaque truc. Donc rapidement, en gros les chats, leur but c'est d'industrialiser la forêt, donc il faut construire des bâtiments partout, et eux ils ont beaucoup plus de soldats que les autres, ils commencent la partie avec un soldat sur chaque case, alors que c'est les seuls à faire ça. Les oiseaux, c'est ceux qui dans l'or sont opposés aux chats, ils veulent récupérer leur clairière, ils commencent sur une clairière, ils vont essayer de prendre un petit bout de clairière et de la lock pour eux, et c'est comme ça qu'ils vont gagner des points. Les résistants, c'est les souris, les résistants ils en ont marre des gros peuples, donc ils vont faire une révolution, et ils vont faire des révolutions partout dans le pays pour que les petits peuples se lèvent contre l'oppression. Et enfin il y a le vagabond qui n'a qu'un seul soldat, et qui va essayer d'obtenir des objets, il va remplir des quêtes, et il va essayer de faire des alliances avec des factions qui vont lui, ou alors il va rentrer en guerre avec des factions. Et là, c'est vraiment Root, c'est un jeu pixel, c'est un jeu expert clairement, faut pas s'y lancer. Voilà. Ah oui, des avantages aussi. Bon, pour moi c'est un avantage, mais
Mais la manière de le faire est un désavantage, c'est les règles sont très longues à expliquer, car chacune a sa règle. Alors elles sont pas dures à retenir parce que tout est marqué sur le plateau, mais si pour que tout le monde ait toutes les clés en main, il faut expliquer les règles à tout le monde, et donc c'est très long. Expliquer une règle, c'est carrément, expliquer la règle à quelqu'un, c'est 45 minutes. Mais encore une fois, pour moi c'est un avantage, car souvent dans un jeu, plus il y a de règles, plus j'aime. Et donc voilà, Route c'est vraiment bien. Il y a des extensions qui rajoutent moult factions, notamment les loutres, qui par exemple dans le jeu de base français il y a les loutres et les lézards. Et les lézards c'est des religieux qui vont partir en quête contre les hérétiques. Et les loups, c'est des factions de marchands qui vont essayer de négocier avec chaque joueur pour qu'il leur achète des trucs et tout, qu'il leur achète des mercenaires, qu'il leur achète... Vraiment, Route, c'est pixel. C'est pixel. J'ai hâte, j'ai commandé l'extension sur Kickstarter, j'ai hâte qu'elle sorte. Et en plus, il y a une autre extension qui, bon, alors je vais la recevoir dans longtemps, mais il y a l'extension aussi qui est sortie il y a longtemps en Amérique qui va bientôt sortir chez nous. Et donc, j'ai très hâte. Je vais avoir 2 extensions d'un coup, ça va être trop bien. Faut juste que je trouve quelqu'un avec qui jouer. C'est un des ailleurs. Donc vraiment en route, le GOAT des jeux experts pour moi. Small World. Alors, Small World. Bon, je vais pas m'étendre trop, mais en gros voilà, il y a une carte. Et le principe de la carte, c'est qu'elle est trop petite. Et en effet, elle est trop petite. Et vous devez conquérir avec des gens. Euh, avec votre peuple, vous devez conquérir. Les peuples ont des petits pouvoirs, voilà. En vrai, c'est marrant. Le souci, c'est que je trouve, si je devais donner un souci au jeu, ce serait que, en fait, quand dans Small World, tu peux mettre ton peuple en déclin, c'est-à-dire que tu le laisses pion là, tu pourras plus le contrôler et c'est facile à reprendre. Et je trouve que c'est un peu dommage parfois parce que souvent tu as un choix où tu peux niquer un des deux joueurs parce que tu peux aller sur là où il y a son peuple qui est en déclin et je trouve que c'est un peu dommage que tu aies parfois à faire ce choix. Mais bon, sinon c'est marrant, ça randomise le pouvoir des trucs, parfois il y a des pouvoirs vraiment forts, parfois il y en a qui sont vraiment pas ouf. Je vais mettre ça en OK. Glory. Alors Glory, c'est un jeu que Dimitri a commandé sur Kickstarter et que j'ai beaucoup joué, enfin j'ai fait quelques parties tout seul parce qu'il était en train de dormir et il m'a dit bah tiens occupe-toi et joue à Glory parce que ça je joue tout seul aussi. Et aussi on a fait une partie, avec les potes, mais elle ne s'est pas finie. Je crois on a reçu à manger. Et voilà déjà bon alors le petit gimmick c'est que déjà on peut c'est ça le jeu, je me rappelle, y a pas trop d'images. C'est qu'on peut écrire avec le Velleda sur les cartes. Donc ça c'est vraiment quand tu gagnes, t'as gagné une épée, tu peux dessiner, enfin tu peux pumper ton épée avec, customiser ton épée avec des petits dessins et tout. C'est gimmick, mais c'est marrant. Et voilà, donc le but est assez classique, enfin le gameplay est assez, enfin le principe du jeu est assez classique, il faut aller dans des endroits, récupérer des trucs, mais moi j'ai beaucoup aimé Glory, donc je dis pas non à une petite game. Attacube, alors Attacube, c'est marrant, Attacube. Attacube, faut imaginer des échecs, mais avec des pouvoirs. Ah oui, bon. Quand j'ai ça qui tombe, c'est... En plus, si je voulais expliquer, c'est parce que il fallait chercher des petits logos pour... Alors, Attacube. Donc voilà, Attacube, il faut s'imaginer des échecs avec des petits pouvoirs qui sont cachés jusqu'à ce qu'on révèle le pouvoir. Donc ça, c'est le bloc de feu qui bloque un mec, le bloc de tsunami qui pousse une pièce, le bloc d'éclipse qui bloque un autre bloc. Donc là, c'est le bloc séisme qui détruit tous les blocs qu'il y a dans sa ligne. Voilà. Et c'est une sorte d'échec. Le but, c'est d'aller de passer les portes adverses, donc de passer tout le board. Et plus tu passes du milieu, plus tu as des points. Et moi, je trouve ça bien marrant, Attacube. Et je pense que c'est un jeu pas très connu. J'avais jamais vu quelqu'un parler. Mais c'est marrant. Moi, je veux dire, Attacube. J'irai peut-être pas, je dis pas non à une petite game. Je vais mettre en OK. Finalement. Et ça me fait penser que il y a un jeu qui s'appelle Champ d'honneur que je n'ai pas pu tester, mais qui a l'air somme toute assez bien, mais je peux pas l'acheter parce qu'il me faut quelqu'un pour y jouer. C'est une sorte de... Voilà, c'est pareil, c'est une sorte de jeu d'échecs, et il faut que tu contrôles des, des zones avec des unités qui ont des pouvoirs. Donc voilà, par exemple là le chevalier qui peut prendre une pièce, voilà, on dirait que c'est un peu comme le cavalier des échecs, le bishop super, hein, voilà, c'est la tour, et la trompette. Hop là, dernière coupure normalement, on devrait finir. J'ai déjà fait cette séquence parce que mon micro était mute pendant 5 minutes, mais c'est pas. Je présentais donc Unlock. Unlock, c'est un jeu d'escape game, un phénomène qui a été démocratisé ces 2 dernières années, ça a explosé. Sauf que lui, c'est un bon escape game. Enfin, je parle escape game jeu de société.
C'est uniquement des cartes, alors et parfois il y a des petits accessoires et tout, mais c'est des trucs assez négligeables. Et c'est vraiment bien, c'est très imaginatif. Dans chaque boîte, il y a 3 aventures. Et il y a une dizaine ou une quinzaine d'éditions, un truc comme ça. J'ai joué personnellement à 3 ou 4 boîtes, donc je commence à m'y connaître. Et c'est vraiment très imaginatif à chaque fois. Les énigmes sont cool et tout. Et pour vous donner un exemple, l'énigme qui m'a le plus mind blown, c'est la première boîte que j'ai faite. Ça a contribué. Le fait que l'originalité m'a impressionné. C'est genre pour découvrir en gros, le but c'est qu'il faut découvrir des numéros, et les numéros vous révéler de nouvelles cartes et tout. Alors ça peut être, dit comme ça c'est très chiant, mais vraiment faites-moi confiance, c'est très imaginatif. Et donc par exemple, il fallait faire un château de cartes avec les cartes, et quand tu le regardais avec une certaine perspective, il y avait un nombre qui apparaissait, c'était incroyable. On l'a pas trouvé ça d'ailleurs, on a dû regarder parce que vraiment on était là, ah ouais, on n'aurait jamais pensé à ça. Et c'est des énigmes vraiment bien et très originales. Et en plus, alors certes, il y a un défaut quand même assez notoire, c'est qu'une fois que vous avez joué les 3 aventures qui font à peu près 1 heure, peut-être un peu plus, 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez pas rejouer, forcément, parce que vous connaissez les trucs. Mais, pour contrebalancer ça, vu une boîte coûte à peu près 20 balles, et vous pouvez une fois que vous avez fini, et si vous avez pris soin des cartes, vous pouvez l'échanger contre une autre boîte sur le bon coin, si vous avez un pote qui joue et tout. Du coup, pour 20 balles, techniquement, vous pouvez vous faire toutes les boîtes. Ça, c'est pas mal. Donc, Unlock, je vais le mettre à vraiment cool. Je regarde cette fois que ça tourne bien, ça tourne bien. Nous avons ensuite Donjons et Dragons jeu de plateau. Alors, Donjons et Dragons jeu de plateau, à ne pas confondre avec le jeu de rôle, c'est le jeu de plateau, c'est un peu le jeu de mon enfance. Ça, c'est le premier jeu expert. Alors, il y a une petite anecdote, c'est on était à la maison de vacances et enfin à la maison de la famille, et mon père et sa haine, j'ai trouvé un super jeu, il est allé faire des courses, voilà. J'ai trouvé un super jeu, il était en solde, voilà, pour 5 balles, c'est Donjons et Dragons jeu de plateau, on est là, ok, on joue, coup de cœur instantané, c'était vraiment trop bien. Alors, cependant, j'aimerais établir une plainte, car, bon, j'étais assez petit, j'avais genre, je devais avoir 8-9 ans à l'époque, et il y avait du coup mes cousins et mes frères et sœurs, qui étaient un peu plus vieux, hein, à peu près, je sais pas, je devais avoir une quinzaine, 15-16 ans, je dis ça, bah oui, 8 ans, ouais, voilà, 15-16 ans. Et j'ai appris, il y a 1 ou 2 ans de cela, enfin, j'ai appris récemment, étant donné à l'époque à laquelle c'était, que quand j'allais coucher, ils allaient secrètement jouer sans moi. Qu'est-ce que c'est que ce petit bordel? Alors moi j'adorais le jeu, j'étais là tout peint et tout, bon alors j'étais petit, alors je savais pas tout faire là, mais voilà, je suis outré, j'en ai gros, ils jouaient sans moi à Donjons et Dragons, et ça me fait chier. Voilà. Mais bon, en gros, pour expliquer le principe du jeu, c'est une ancienne version. Voilà. En gros, voilà, donc il y a des petites figurines, vous avez chacun des personnages, il y a des cartes d'équipement et tout, c'est une sorte de RPG, c'est un peu comme Gloomhaven, mais en plus simple, enfin moins complexe dans le nombre de choses qu'il y a. Il y a des dés cette fois, donc là dans ce jeu il y a des dés, etc. Chaque classe a son petit truc et c'est vraiment c'est un mélange entre, c'est un Gloomhaven casual en fait. Et moi j'aime beaucoup ça. Et je dois le dire, moi je suis très, dès que j'ai l'occasion d'y jouer, j'y joue. Malheureusement, cette occasion ne se présente pas énormément. Et le jeu commence à être assez rare. Et j'ai une autre anecdote aussi quand on continue avec les anecdotes, c'est que il y a 2 extensions à Donjons et Dragons. Il y a l'extension Le Froid et il y a l'extension La Forêt Interdite. Et donc ce jeu n'a pas dû avoir beaucoup de succès encore une fois vu qu'il était en solde. Et à Noël, 1 ou 2 ans après qu'on ait le jeu, il y a mon oncle et ma mère qui font les courses pour Noël et qui voient les extensions de Donjons et Dragons. Je crois même c'était en solde, voilà, qui voient les extensions de Donjons et Dragons. Alors mon oncle est là, bon, on leur prend les 2. Cadeau pour les 3 enfants et tout. Ma mère a dit non, déjà une c'est pas mal. Donc ils prennent l'extension de Froid. Très cool, hein, l'extension, il y a un gros dragon, le jeu en 3D, tu peux voler avec tes persos et tout, c'est pas mal. Et en se disant, un autre jour, peut-être Noël de l'année prochaine, on leur offre La Forêt Interdite. Alors, Donjon et Dragon, La Forêt Interdite, achat. Voilà, ça commence à... Alors là encore, c'est un prix assez simple.
Ah! Ah oui non, ok voilà, non voilà, là c'est juste le jeu de société. Non, ce n'est pas, la forêt interdite. Bon, je vais vous le faire court. Cette extension est devenue excessivement chère. Oh! Alors là c'est une surprise. Ah oui non mais non, elle est en italien. Bon, cette extension est devenue excessivement chère, excessivement rare. Je l'ai vu parfois pop à 140 €, un truc comme ça. Alors que l'extension du froid, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, maman, très mauvais choix d'extension. Et tu aurais dû laisser notre oncle nous acheter les deux. Et donc, dans un dragon, je vais les mettre en vraiment cool. Je la mets pas en goat quand même, parce que c'est moins complexe Gloomhaven et il faut 5 personnes pour y jouer. C'est pas entièrement comme, mais voilà, c'est vraiment cool. Il m'aurait peut-être son goat. Alors la Bonanza, ça fait excessivement longtemps que j'y ai pas joué. Donc je vais pas rentrer en détail dessus, mais je le mettrai en... Je dis pas dans une petite game, parce que je me rappelle c'était bien sympa et tout, mais je serais chaud de refaire une partie une fois. Alors Rigor Mortis, c'est un jeu excessivement original, qui reprend... C'est un meilleur Cards Against Humanity, quoi, en gros. C'est pas vraiment le même jeu, mais si je prenais le concept et l'accessibilité. En gros, c'est le truc, c'est très simple. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de jeu. Les cartes sont un peu obsolètes, mais c'est le principe qui compte. C'est qu'en gros, il y a un maître du mal, et le maître du mal, il lui est arrivé quelque chose. On peut inventer n'importe quoi, et il y a des petits gobelins qui vont essayer de se justifier du fait que c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est un jeu qui est vachement basé sur l'imagination. Vous dites, moi, c'est les gobelins Susball qui étaient présents à cette heure-là parce que moi j'étais parti faire des courses au marché des yeux globuleux, tu vois. T'inventes des trucs et c'est celui qui a. Dès que le maître du mal il est pas convaincu qu'il y a une excuse qui est un peu bancale, boum! Il fait te regard noir, c'est toi qui deviens le seigneur du mal et t'as perdu un point. Enfin, t'as perdu une vie et il y a 3 vies, quoi, en gros, bon, basiquement. Voici, voilà, c'est un jeu quand même bien sympa de soirée. Alors là, c'est pas non plus le truc le plus élaboré, c'est un peu un jeu sur l'imagination, mais je dis pas non une petite game, voilà, Rigor Mortis, c'est marrant, c'est drôle, c'est une occasion pour rigoler. Alors, Elixir, Elixir, c'est part d'un principe cool. C'est en gros une sorte de party game où il faut accomplir où il faut crafter avec des ingrédients que vous avez dans votre main, des potions, je sais pas si c'est des potions, des sorts, il faut crafter des sorts, et les sorts, c'est des petits gages que vous pouvez lancer, ou des petits avantages dans la game, par exemple, jusqu'au prochain, enfin, maintenant, tu dois parler en rime, et si tu parles pas en rime, enfin, pendant 2 tours, tu dois parler en rime, et si tu parles pas en rime, tu me passes une carte, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est bien marrant, ça part d'un bon concept, malheureusement, je trouve que le gameplay est quand même excessivement chiant, vraiment, c'est pas qu'on se fait chier, mais je veux dire, le jeu aurait pu être plus. Le gameplay est assez. C'est souvent piocher une carte, bon, jouer une carte action, voilà. C'est pas trop le. Ça veut être un party game, de par ces trucs un peu sympas et tout, mais ça a pas le rythme d'un party game. C'est chacun son tour, on pioche une carte et tout. Et c'est pas assez élaboré pour que ce soit un vrai jeu. Donc, je vais mettre ça en boirf, Elixir. Petite partie de temps en temps, bon, c'est sympa. Alors, le saboteur... Ah, j'ai pas noté ça en même temps que le saboteur. Il est où le saboteur normal? Est-ce que je l'ai mis? Pouf, 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 pouf. Oui, ok, non, j'avais noté le saboteur, ça parlait de ça. Le saboteur, la grande aventure. Donc, le saboteur, la grande aventure, c'est comme le saboteur, sauf qu'il y a des équipes. Et vous jouez en équipe, en gros. Basiquement, c'est ça le gros principe. Je trouve que... Alors, il y a le petit gimmick aussi. Je crois qu'il y a des rôles et tout. Je me rappelle plus trop, mais c'est pas très important. Oui, il y a les espions aussi. Bon, je trouve que c'est un peu gimmick. Et ça essaye de faire un nouveau saboteur, juste pour faire un nouveau saboteur. Et c'est vraiment pas ouf. Donc, je vais le mettre en poirf. Parce que j'ai joué une game... Et non, je vais me mettre en gros jeu de merde en fait, parce que juste c'est moins bien que le saboteur, je trouve. Pas de... Donc, quitte à jouer à ça, autant jouer au saboteur, c'est plus petit, c'est moins cher, c'est plus pratique, c'est plus marrant. Nous avons ensuite Shadowhunter. Alors Shadowhunter, c'est un grand jeu que je jouais à l'Enserve, au club jeu de société. Et comment dire, ça aussi, ça part d'un beau concept. Franchement, les cartes sont cool, les cartes sont jolies, le plateau est joli, le gameplay est intéressant. Mais on a un peu le même problème qu'avec le loup-garou, c'est que on se passe quand on fait en gros c'est Shadowhunter, il y a des pour faire extrêmement
simple, mais il y a 3 camps, il y a les loups-garous, je crois que c'est les loups-garous. Ah non, 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 il y a les vampires, il y a les hunters, et les vampires doivent tuer les hunters, et les hunters doivent tuer les vampires, voilà, vous avez compris. Et il y a les neutres. Les neutres, c'est des conditions de victoire un peu particulières, chaque personnage est détaillé, et ensuite, voilà, il y a ces deux gros camps qui s'affrontent. Et je trouve que dans les parties, il y a... Et oui, on peut s'attaquer, en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut s'attaquer entre personnages, et il n'y a pas vraiment, on se base sur pas grand chose quand on fait ces attaques. C'est un peu comme le loup-garou, t'as pas vraiment d'indice quand tu veux attaquer quelqu'un pour savoir si c'est vraiment un loup-garou, un vampire, enfin un vampire, un hunter, n'importe quoi. Il y a des cartes révélations, mais elles sont tellement nulles. En gros, dès que tu peux avoir une carte, tu peux choisir une carte parmi 3. Donc une carte d'équipement du mal, une carte d'équipement du bien, une carte et une carte révélation pour voir la carte de quelqu'un. Ah oui, non, non, tu peux même pas, c'est pas même pas ça. C'est genre en mode, si t'es un hunter, tu te prends un dégât, n'importe quoi. Et les autres le voient pas parce que c'était la condition. Et donc t'es même pas sûr de ce que c'est quand tu prends une carte condition. Et en plus les cartes d'équipement sont tellement fortes que personne ne prend de carte condition. Donc ça fait qu'à la fin de la partie on sait pas trop qui est qui, on s'attaque un peu au hasard. Et voilà quoi. Mais c'est dommage parce que ça, le reste du jeu est cool. Mais ça c'est un gros problème pour moi. Donc je vais mettre en bois. Parce que c'est un peu plus interactif que le loup-garou. Mais ça reste pas ouf. Splendor. Alors Splendor j'ai joué 2 fois. Je trouve ça ok, je vais pas plus détailler dessus, t'as un marchand, t'as des pierres précieuses, t'achètes des cartes, c'est pas sensationnel je trouve, le jeu a eu énormément de succès, je dois avouer que ça me passe un peu au-dessus de la tête, je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être que si je fais un peu plus de parties avec des gens qui s'y connaissent, mon avis changera dessus. Alors Takenoko, j'ai fait une partie, et la petite particularité, c'est que personne ne connaissait les règles. Et c'était fait exprès, on a pris un jeu au hasard sur Board Game Arena, et on a fait les règles, et je dois dire que on s'est beaucoup amusé, et que maintenant j'ai vraiment envie de jouer au jeu en sachant les règles. Alors, justement, les règles on les a découvertes parce que Board Game, vu que c'était sur internet, le jeu te laisse pas faire n'importe quoi, tu es obligé de faire les choses qui sont dans le cadre du jeu. Et c'était très cool. Donc le but, c'est que ça reprend un peu le principe des billes de Stellium, mais en mieux. C'est qu'en gros, il faut construire un champ, il faut placer des bambous, et t'as des cartes où il faut réaliser des patterns. Donc, hop, Takenoko. Et en plus, le jeu, à mon avis, est très joli dans la vraie vie parce que tu places vraiment des petits bambous en bois. Voilà. On va voir s'il y a des petits bambous, il n'y a pas un truc un peu plus gros là. Voilà, exactement. Et donc peut-être qu'il y en a un, voilà, donc là on peut voir les cartes du joueur, on peut voir que un pattern, il faut qu'il y ait 3, je dis n'importe quoi, mais 3 trucs à côté, de bambou de taille 1, un bambou de taille 4, un bambou jaune de taille 4, etc. Et tu construis un peu un jardin comme ça. Et c'était assez sympa. Je sais qu'il y a une boîte de Takenoko qui coûte excessivement cher, genre 200 balles. À mon avis, est-ce que je peux la trouver? Voilà, Takenoko édition collector, ça a l'air vraiment incroyable. Et donc je sais pas si tous ces petits trucs en bois c'est l'édition normale ou l'édition collector. Qu'est-ce qu'il y a dans l'édition collector? Ouais, ah ouais, ça, ok, ouais. L'édition collector. Si on veut un truc joli et tout avec des bonnes tuiles, il faut acheter à mon avis l'édition collector. Je ne sais pas à quoi ressemble l'édition normale. Ah ok, ouais, tout est plus petit. Je vois le délire. Et là c'est gros. Mais ouais, franchement, je dis pas dans une petite game Takenoko, j'aimerais bien rejouer au jeu. Terra Mystica, alors Terra Mystica c'est aussi une très bonne découverte, je pense que j'ai fait 3 parties je crois et je n'ai pas encore bien pu tout explorer du jeu, loin de là, c'est un jeu très profond. Et vu comment on a performé et comment j'ai regardé un peu en ligne, comment est-ce que normalement, enfin, ce que tu es censé arriver à faire dans une partie, et vu comment on a performé, on a clairement pas compris comment, pas compris on est loin d'avoir compris les stratégies optimales, mais voilà, en gros il y a un board. Alors c'est un jeu assez lourd en règles, mais au final, enfin au moment d'apprendre, mais comme souvent, tout s'éclaircit facilement quand tu joues. Donc le but c'est qu'il y a un terrain, le plateau il est comme ça, il bouge pas, et tu peux incarner une race, tu incarnes une race, donc il y a plein de races différentes avec des pouvoirs différents, ça c'est un plateau de race, et tu fais des constructions, tu construis, tu étends ton royaume autour donc sur cette map. Et franchement c'est très cool, il y a un système de religion, ah voilà, là on peut voir qu'il y a énormément de pièces, mais très très sympa Terra Mystica, je compte me l'acheter. Oh putain il y a une extension, je n'avais pas vu. Je ne savais pas.
Je compte me l'acheter, mais juste que après c'est une boîte assez grosse et assez lourde, il y a énormément de jetons, donc ça j'aime bien. Donc il faut juste que je trouve quelqu'un pour qui jouer encore une fois. Mais Terra Mystica, vraiment cool. Vraiment cool. The Mind. Alors The Mind c'est un jeu qui, ma foi, j'étais pas convaincu. Pourquoi donc? Parce que le principe du jeu c'est... Attendez, je vais boire un peu, ça donne soif tout ça. Le principe du jeu, c'est que chaque jour, il y a un paquet de cartes qui va de 1 à 100, juste c'est des nombres de chiffres dans 100. On a distribué au hasard aux joueurs, plus la difficulté augmente, plus on se distribue de cartes. Au début ça commence à une carte chacun, puis ça finit à genre 7 à 8 cartes chacun. Et sans communiquer, sans faire de signes, sans compter et tout, n'importe quoi, il faut réussir à poser les cartes face cachée dans un... Ah non, face ouverte, face ouverte dans l'ordre croissant de ce qu'il y a dans la main des joueurs. Donc s'il y a un joueur qui a 1, il y a un joueur qui a 17 et il y a un joueur qui a 28, il faut réussir à poser 1, 17, 28 dans l'ordre. Et alors ça peut paraître impossible parce que si tu communiques pas comment est-ce que tu sais ce qu'il faut poser, et bah j'étais aussi dubitatif, mais bah je ne peux rien d'autre vous dire d'autre que bah ça marche. Alors il faut connaître les personnes avec qui vous faites. Voilà, il y a pas de télépathie, de groupe et tout, non, ça dégage. C'est juste en gros voilà avec les expressions, tu connais un peu les gens. Lui, souvent, quand il y a une carte qui a que 10, enfin une carte qu'il devrait pas mettre, il la met tout de suite. Donc, tu sais qu'il faut la mettre vite avant lui et tout. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Plus tu joues, plus tu comprends comment les gens, à quel moment les gens posent les cartes qu'ils ont. Et voilà, bah, il faut dire ce qui est. Ça marche, ça marche. Et donc ouais, il est encourageant. Moi au début je pensais que il fallait genre établir une stratégie de type on compte chacun dans sa tête à un certain rythme. Et une fois que tu arrives à un numéro, tu le poses. Mais non, ceci est interdit. Je ne le savais pas. Mais quand on a bien lu les règles, il y a marqué que tu n'as pas le droit d'établir de stratégie. T'as pas le droit d'établir de stratégie à l'avance, faut juste y aller à l'improviste. Et je vous encourage de faire ça. Et c'est quand même assez cool. Alors, est-ce que il y a vraiment besoin du jeu? Techniquement, non. Tu peux le faire avec un jeu de cartes ou n'importe quoi. Mais bon, c'est encourageant le truc. Il y a aussi quelques petites cartes différentes. Il y a des petites cartes shuriken, qui fait des trucs, mais rien de bien irremplaçable. Donc je vais mettre, je dis pas non à une petite game. Ça reste un petit jeu, je vais pas mettre vraiment cool. Alors Time Bomb, c'est une sorte de loup-garou, mais en mieux. Pour le loup-garou, je le défonce. Enfin, je le lynche. Time Bomb, c'est alors ça reste, c'est un parti. Non. Time Bomb. Pipalipaloup. Voilà, en gros, il y a les équipes de Moriarty et les équipes de Sherlock Holmes qui se battent pour, enfin, qui se défient pour essayer de désamorcer ou déclencher une bombe. Personne ne sait qui est qui, et chaque joueur a devant lui un nombre de fils que le joueur qui a la pince peut couper. Et dans ces fils, il y a soit un fil de désamorçage, soit un fil nul, soit un truc qui fait exploser la bombe. Donc il y a plusieurs fils de désamorçage, le but c'est de désamorcer tous les trucs, et si tu trouves la carte bombe, tu as perdu. Et les cartes désamorçage ne font rien. Enfin les cartes fausses, neutres ne font rien. Et c'est assez sympa. Il y a un peu plus, je trouve qu'il y a déjà, déjà quand quand tu perds, tout le monde perd. Il n'y a pas un joueur qui perd et qui fait rien pendant une heure. Le garou. Et c'est assez sympa, tu peux essayer de brain un peu les mecs. Il y a du hasard parce que quand tu coupes un fil, surtout au début, voilà, quand tu coupes un fil, tu sais pas, t'as aucun moyen de savoir ce qu'il y a en dessous. Faut juste qu'on faire confiance au mec. Il y a un mec qui dit ah moi j'ai 2 fils pour désamorcer la bombe. Si tu viens chez moi, t'auras vachement de chance de désamorcer la bombe. Et donc le mec il va venir chez toi, sauf qu'en fait t'étais Moriarty et dans ses cartes il y avait la bombe et le mec il a pas eu de chat, il est tombé dessus. C'est un peu. Et je trouve qu'il y a un peu plus de stratégie, un peu plus de parlotte, un peu plus de sociabilité que dans le loup-garou. Ça reste pas un jeu exceptionnel, mais bien mieux que certains autres. Donc je vais le mettre en OK. Ouais, je pourrais le mettre en je dis pas non à une petite game. J'ai réfléchi. Parce qu'on s'était quand même bien amusé. Même si, encore une fois, il y a ce petit problème qui est que tu te bases pas vraiment sur grand chose pour savoir si un mec est Moriarty ou pas. Mais un peu, il y a quelques trucs quand même. Quand tu dis viens, j'ai un désamorçage, tu désamorces un truc et qu'en effet c'était un fil de désamorçage, tu te dis que le mec est plutôt Sherlock Holmes, mais ça peut être un piège, etc. Donc voilà, sympa,
Je dis pas non, une petite game. Seven Wonders Duel. Alors là, Dimitri, encore une fois, me mettrait à gros jeu de merde. Peut-être à Borf quand même, n'exagérons rien. Seven Wonders Duel, c'est une version à 2 joueurs de Seven Wonders. Enfin, non, c'est pas une version à 2 joueurs de Seven Wonders. C'est un jeu dans l'univers de Seven Wonders qui se joue à 2. On retrouve le même style de cartes, etc., les mêmes principes, mais le gameplay est pas du tout le même. Donc Seven Wonders Duel, c'est simple. Il y a une pile de cartes qui est comme ça, et vous prenez les cartes chacun, un tour de rôle. Il y a de l'armée qui permet de gagner instantanément si vous arrivez à un certain niveau d'armée. Il y a des jetons scientifiques, etc. Alors, c'est compliqué c'est compliqué. Parce que déjà, je vais répondre à l'argument de Dimitri. Je pense qu'il est pas dénué de sens. C'est que Seven Wonders Duel, c'est pas assez casu. Enfin, d'après ses dires, c'est pas assez casu pour que tu puisses jouer à ça avec n'importe qui, et c'est pas assez expert pour que quand tu aies envie de jouer à un jeu avec un pote qui s'y connaisse, tu aies envie de jouer à Seven Wonders Duel. Et dans une certaine mesure, je suis d'accord avec ça. Je vais rentrer dans les détails. Mais moi, je vais lui répondre que je trouve que c'est un bon entre-deux. Justement, c'est ce qui fait que c'est comme ça fait que c'est un bon entre-deux. Si t'as pas envie de te prendre la tête pour jouer à un jeu, et si t'as envie de jouer avec quelqu'un qui joue de temps en temps au jeu, là, je prends par exemple Louis, Ryan, je pense que les personnes comme ça, c'est peut-être un peu moins... plutôt Louis, Ryan, je sais pas son... Ouais, non, Ryan aussi. Et des personnes comme ça, c'est plutôt des personnes qui sont visées par Seven Wonders Duel que un autre truc. Et de par ça, je trouve que quand même, il reste assez accessible pour que tu puisses jouer avec la majorité des gens. Et voilà. Alors maintenant, moi, les défauts que je lui trouve, c'est que... Enfin, et Dimitri aussi, il trouve là. C'est que il y a quand même beaucoup de hasard sur les cartes qui sont comme ça, surtout sur les cartes qui sont face cachée, ce qui fait que parfois c'est assez dur, parce que par exemple pour la science, pour réussir une victoire scientifique, il faut vraiment y aller à fond, et parfois tu peux juste te faire niquer, parce que il n'y avait pas les cartes, quoi. Les cartes étaient face cachée. Oui, tu retires à chaque fois un petit pool de cartes aléatoires. Donc soit tu te fais niquer parce que dans les cartes retirées aléatoirement, il y avait le truc de science. Soit tu te fais niquer parce que dans les cartes que tu dois retourner, il y avait un truc de science et du coup ton adversaire te le prend sans que tu aies pu rien faire, sans que tu aies pu rien prévoir. Ça c'est assez chiant. Il y a pas mal, j'ai fait 4 ou 5 parties, il y a genre la moitié qui se sont joués sur le fait que est-ce que la carte retournée ça va être ça, alors à ce moment là c'est moi qui ai gagné, et si c'est ça c'est toi qui as gagné, on peut rien savoir, on la retourne et la partie joue sur ça. Et aussi la victoire scientifique, je trouve que le scientifique, je trouve qu'il est très déséquilibré parce que c'est très nul, malheureusement. Et mais bon, ces points mis à côté, je trouve que c'est un bon jeu, un jeu sympa. Pas, il casse aucune barrière, mais je le mettrais dans je dis pas non à une petite game. Mais petite game quoi. Alors nous avons ensuite Munchkin. Munchkin, pas besoin d'expliquer, vous connaissez tous Munchkin, c'est un petit jeu, petit party game. Petit Munchkin, je mettrais en je dis pas non une petite game, parce que bon c'est... Je pense qu'avant je l'aurais mis à vraiment cool il y a longtemps, mais là quand même on commence à le connaître Munchkin. C'est... bon, c'est marrant, voilà. Mais est-ce que, voilà, c'est pas non plus le jeu révolutionnaire. Ensuite, nous avons Villainous. Alors, Villainous, c'est complexe, c'est nuancé. J'ai joué sur j'ai joué sur Tabletop Simulator pas mal de games, je crois qu'on en est à 5 ou 6. Peut-être j'exagère, peut-être 4 ou 5 plutôt. Villainous. Alors, Villainous, c'est vous incarnez les méchants Disney. Déjà, la direction artistique du jeu est super. La boîte, je trouve qu'elle est sublime, la texture est très cool, j'ai vu en boutique. Moi, j'ai joué online, donc forcément là. Et ça a vraiment tout pour me plaire, parce que on reprend un peu le système de route, c'est que chacun joue à un jeu différent de son côté. C'est-à-dire que selon le méchant que vous prenez, vous allez avoir des objectifs différents, vous allez avoir des manières de jouer différentes, des stratégies différentes, etc. Et ce qui est sympa, c'est que le jeu aussi est très thématique, c'est-à-dire que si vous aimez Disney, c'est vraiment la fête, parce que chaque vilain va combattre les méchants de son film. Donc, par exemple, si vous jouez
Si vous jouez, j'ai pas d'idée en tête. Voilà, j'ai donné un exemple à un mec que j'ai joué. La Reine de cœur. La Reine de cœur de Alice au pays des merveilles. Moi, mon but c'était que j'ai plein de golfeurs. Oui, vous jouez les méchants, oui, évidemment. C'est le but que j'ai plein de golfeurs qui soient prêts à golfer et donc je devais réussir à mettre un trou de golf en engageant des golfeurs et tout que je mettais. C'était assez sympa et je devais combattre. Du coup, je devais combattre Alice, je devais combattre le petit lapin, je devais combattre tous les mecs de l'univers. Et c'est vraiment très sympa. Le problème, qui je pense est l'un des seuls problèmes du jeu, mais le problème c'est que c'est un gros, mais sinon sans ça le jeu serait vraiment nickel. Le souci c'est qu'il y a énormément de chance sur les draws de cartes. C'est beaucoup de fois, beaucoup trop de fois, un joueur s'est fait niquer parce que il n'a pas pioché la carte qu'il fallait. C'est-à-dire que souvent dans les cartes, dans les decks, et je trouve c'est un choix, je pense que c'est un choix pour rendre le jeu un peu plus casu, ce qui est encore une fois pas de souci, hein, c'est le public que tu vises, mais dans les decks, il y a souvent une carte qui est OP. C'est-à-dire que, par exemple, dans le deck de Maléfice, il y a un corbeau, un familier, qui fait que, en gros, hein, basiquement, qui fait en gros, tu prends une action en plus. Sachant que t'as, enfin, c'est fort, c'est très fort une action en plus, et elle est en un exemplaire dans le deck. Et quand tu la poses juste à une action en plus, et moi quand j'ai joué Videnus, je l'ai pioché à la fin de mon deck. Alors que dans le livret d'explication, ils disent cette carte, elle est excessivement forte, c'est quasiment ça qui fait votre deck. Donc jouez-la dès que vous pouvez, et oui, moi je l'ai eu à la fin de la partie. Pareil, Torville, en gros l'objectif de son mec c'était, en gros il parcourt son deck, il doit trouver une carte, puis ensuite il remélange son deck, il doit le reparcourir, etc. Et la première carte, la première carte qui déclenchait toute cette série d'événements, puis après en gros t'as une carte au trésor, faut la cacher dans ton dragon, etc. Et la carte qui déclenchait l'événement, et donc la première carte de tout pour faire sa stratégie de jeu, elle était aussi au fond de son deck, c'était l'une des dernières cartes, et du coup toute la partie il jouait sans avoir d'objectif autre que piocher. Et c'était assez problématique, alors c'est pas tout le temps comme ça, mais bon, voilà, c'est un problème, il faut le savoir, il faut s'attendre à ça, mais sinon globalement, c'est assez cool. S'il n'y a pas de soucis sur la pioche, si vous avez une chance modérée, ça reste très cool. La DA est vraiment bien, et donc n'hésitez pas. Voilà, c'est très accessible. Avec chaque faction, il y a un petit livret qui te dit, un petit livret assez court qui te dit comment jouer ta faction. Ça te permet, même si tu n'as pas de stratégie, t'es pas quelqu'un de très stratégique, d'avoir un plan de jeu. Et voilà, j'aime beaucoup. Puis il y a plein d'extensions qui rajoutent des petits vilains. Donc n'hésitez pas, ça reste quand même assez bien. Je dis pas non à une petite game. S'il n'y avait pas eu ce problème, et c'est parce qu'on n'a pas eu de chance aussi, hein, voilà, c'est comme ça. Mais je l'aurais mis en vraiment cool. Mais là, je le dis en je dis pas non à une petite game. Diceforge. Ah merde, Diceforge. Très très sympa Diceforge. Diceforge, le principe global, c'est que vous avez vous avez des dés qui sont modulables et vous pouvez acheter des faces et remplacer les faces qu'il y a dessus pour les mettre. Et donc à chaque tour vous tirez les dés et vous obtenez ce qu'il y a sur le truc. Je trouve qu'ils ont bien fait une chose, c'est que les dés qui sont au centre de ton gameplay, tu les tires énormément. Au début de chaque tour de joueur, tu tires les dés et ça je trouve ça très bien. Alors forcément, qui dit dés dit chance et RNG. Voilà, faut le savoir, faut s'y attendre. Encore une fois, c'est un peu un truc pour. Enfin, le principe du jeu est assez casu entre guillemets. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le public que tu vises. Et du coup, ça rend ça. Enfin, c'est. Mais voilà, mais du coup, c'est assez marrant. Diceforge, tu peux acheter plein de faces différentes aux marchands, et après, tu pars faire des quêtes avec les ressources que tu as obtenues. Donc, c'est avec 3 pierres de soleil, tu peux aller faire telle quête, etc. Parfois, ça rajoute des faces un peu funky sur tes dés, parfois, ça te rajoute plein de points de victoire. Diceforge, c'est bien sympa. C'est un jeu familial qui est cool. Tout le monde aime les dés, donc je vais le mettre dans. Ah! Je vais mettre dans Je dis pas non une petite game. Risque, Risque, j'y ai pas mal joué, c'était en Allemagne. J'ai dû faire 6 ou 7 parties, voilà, parce que ma famille allemande n'était pas experte dans les jeux, et du coup, Risk, c'est un jeu casu déguisé en jeu expert.
à mon humble avis. Bon, vous connaissez tous, je vais faire la présentation quand même. Risque. Donc vous avez une carte. Par contre là c'est dégueulasse en fait. Voilà. Non là aussi c'est dégueulasse. Ouais, bon allez. Voilà, vous avez la carte du monde et vous devez recruter des armées pour contrôler des pays. Et plus tu contrôles de pays, plus tu peux recruter d'armées. Bon voilà, ça, du coup, t'as l'impression, waouh, ok, il faut bouger ses cavaliers, tout, ses artilleries. Non, tout se joue au dé. Vraiment, toute la stratégie, c'est les dés. Et pour faire les combats, juste tu lances les dés jusqu'à ce qu'il y ait une armée qui ait plus de soldats. Et donc, forcément, celui qui a plus de soldats, il est avantagé. Mais on ne sait rien, parce que les dés. Et aussi, il y a une stratégie, hein, la fameuse stratégie de l'arnaqueur, c'est de prendre l'Australie, car il n'y a qu'un seul point d'entrée à l'Australie. Et il y a une stratégie qui, à quasiment à chaque partie que j'ai faite, il y en a un qui le faisait. Il allait à l'Australie, il laissait tous les autres se casser. Lui, il accumulait les soldats. Enfin, lui, parfois moi. Hein. On accumulait les soldats au seul point d'entrée de l'Australie. Personne pouvait venir. Et du coup, toi, tu accumulais les soldats. Et tu roulais sur la map à la fin de la game. Tu as été récompensé de pas jouer de toute la game. Et ça montre que tous les c'est un des problèmes de risque. Qui vraiment est... En plus une partie est très longue, une partie ça peut prendre genre 2-3 heures, donc c'est vrai que c'est un gros jeu de merde. Enfin voilà, bon, ouais non, c'est un gros jeu de merde, Seven Wonders, vraiment cool Seven Wonders. Tu t'en lasses pas, on s'en lasse pas, on a vraiment envie de faire des games à ne plus savoir quoi en faire. J'aimerais bien acheter des extensions de Seven Wonders, je pense que je vais faire ça. Et voilà, très cool Seven Wonders. Je ne le présente pas, hein, tout le monde connaît. Nous avons tout de suite donc Zombies. J'ai fait une partie il y a longtemps. Zombies. Alors le problème c'est que, étant donné que Google ne prend pas la ponctuation dans la recherche, ça va peut-être être compliqué de trouver le jeu. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc voilà, donc Zombie, t'es dans une map apocalypse, t'as tes joueurs et tout, tu vas aller dans le bâtiment pour looter des trucs. Ça fait très longtemps que j'ai joué, donc je me rappelle pas, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, donc je vais mettre dans Je dis pas non une petite game. Et nous avons au final Perudo, donc Perudo qui est aussi un party game qui se base avec des dés, donc chaque joueur a 6 dés. 5 dés, et vous devez jeter vos dés en secret, tout le monde jette ses dés, et on doit faire des paris sur les résultats de tout le monde. Bon, c'est... Perudo, bon, c'est sympa, hein. Après, est-ce que ça, là, ça, c'est du risk-reward, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est surtout, est-ce que... Il y a pas mal de chances, quoi. Après, c'est normal, c'est un party game. Après, tu pourrais dire, ouais, non, il y a du bluff et tout. Ultimement, ça revient à la chance. Mais ça reste un bon jeu, je trouve. Un petit jeu simple, rapide. Donc, je vais le mettre en OK. Voilà, c'est OK. Après, est-ce que je vais me proposer une game moi-même? Pas sûr. Hein. Mais voilà, ça ne me déplaît pas d'y jouer. C'est divertissant. C'est tout. Et bien voilà, nous avons la tier list finale des jeux. Hop là, Anatole, j'ai oublié quelques jeux. Enfin, j'ai oublié un jeu qui est quand même assez important, qui est Mysterium. Et surtout, entre-temps, il y a eu des jours qui ont passé, des jeux qui ont été testés. Donc je me permets, avant de peuple la vidéo, et aussi de remplacer l'outro qui était beaucoup trop longue. Donc voilà, on a alors Mysterium. On va commencer par Mysterium. Mysterium, excessivement cool, vraiment, c'est très bon. En gros, voilà, il y a un fantôme, il faut faire... Vous connaissez tous Mysterium, quoi. Il y a un fantôme, il faut faire deviner des trucs. Avec... sans communiquer, mais en donnant des indices, avec des cartes un peu ésotériques, un peu bizarres et tout. C'est vraiment très cool. Il mériterait peut-être son GOAT, mais vu que j'ai Codenames et des cryptos en party game qui sont quand même vraiment cool, je vais les mettre en vraiment cool, mais Mysterium pourrait être un concurrent pour un GOAT. En fait, ça serait, c'est un bon milieu. En fait, je pense qu'il lui manque un petit truc pour être GOAT, c'est plus de cartes. Alors, il y a des extensions, mais les extensions ça coûte de l'argent. Voilà. Mais voilà, ce qui est juste un peu dommage,
heurte très légèrement la durabilité, la rejouabilité, c'est que au bout d'un moment tu connais un peu toutes les cartes. Alors c'est vraiment pas grave, c'est juste que voilà, tu perds un peu ce sentiment de découverte des cartes et d'inconnu. Tu te dis ok, celle-là je la connais, il y a deux clés dessus, machin, un bidule. Mais quand tu joues avec des débutants, c'est bien parce que du coup ils savent pas ça et ils partent dans leur propre délire, etc. Et dans un cas extrême, c'est les mecs du groupe jeux de société du foyer de l'Enserbe. Vraiment, bon alors, bon, si un de vous regarde ça, bah c'est que vous êtes mon pote et donc ça va. Mais les autres, vraiment, bon, je les aimais pas trop. Ils étaient un peu douteux. Mais oui, et un exemple, c'est que quand ils jouent, donc ils ont pensé tous les jeux, voilà. Quand ils jouent à Mysterium ou Dixit ou n'importe quoi, vraiment quand je jouais, j'avais l'impression d'être qu'on m'engueulait en fait parce que telle carte ça correspondait à telle carte. Quand il fallait faire deviner cette carte, on lui donnait cette carte. T'es con, tu vois, ça c'est la carte et tout. Voilà, ça c'est un peu le côté extrême, en enlevant le côté désagréable. C'est vrai qu'il y a des fois, bon, tu peux mettre des associations sur des cartes et voilà. Mais encore une fois, il y a des extensions qui peuvent régler ça. Faudrait peut-être que j'en achète. C'est juste que ça fait un peu chier d'acheter des extensions juste pour avoir des nouvelles cartes, pas de nouveaux éléments de gameplay. C'est ça qui me. Je préfère clairement acheter une extension de genre de Seven Wonders qui ajoute des nouveaux trucs et des nouvelles mécaniques et tout, plutôt que ça. Mais voilà, juste pour ça, pour ce petit détail, c'est la petite excuse qui fait que je le mets pas en goutte. Mais Mysterium, très cool. Ensuite, nous avons. Ah, est-ce que je fais peut-être que je fais les deux, peut-être que je le mettrai en goutte. Alors, Obscurio, c'est quasiment les mêmes choses que Mysterium. C'est le même créateur, même éditeur en tout cas, même créateur, je sais pas, sûrement. Sauf que il y a un traître dans la coopération. Alors il y a quelques petits détails qui changent, notamment c'est faut progresser dans une sorte de donjon, avec des salles, il y a des pièges dans les salles, etc. Mais voilà, on reste sur le même concept général qu'il faut faire deviner des choses sans parler avec des cartes ésotériques. Alors, quand j'y ai joué avec mes potes, ils ont quasiment tous été unanimes sur le fait que c'était mieux que Mysterium. Moi je ne suis pas d'accord, voilà, je le dis, car déjà, moi les jeux où il y a un traître et tous les autres c'est des innocents, moi déjà de base je suis pas trop fan, parce que souvent le jeu du traître c'est très fun, et du coup, mais sauf que tu l'es pas beaucoup et ça te frustre un peu, hein, comme dans Mogus. Mais bon, il n'y a pas que ça hein, qui fait. J'aime beaucoup Among Us hein, parce que c'est pas embêtant quand t'es pas le traître. Et voilà, et là pareil, Obscurio, c'est pas embêtant quand t'es pas traître. Donc sur ce côté, ok. Mais voilà, les cartes par contre sont vraiment plus jolies et je trouve que, bah, ça c'est un avis personnel, mais elles sont beaucoup plus jolies je trouve que celles de Mysterium. Elles sont plus pétantes de vie quoi. Elles sont bien. Mais voilà, bon, moi j'ai joué en tant que le fantôme et bon. C'est un bon jeu, mais j'ai pas été enfin, je trouve que c'est moins bon que Mysterium. Voilà. Est-ce que je peux donner des raisons? J'irai peut-être pas jusque là, mais c'est un bon jeu. Donc je vais le mettre, je dis pas non à une petite game. Ensuite, nous allons aller à Ai Ai Burrito. Ai Burrito. Là aussi, j'hésite entre vraiment cool et je dis pas non à une petite game. Donc le principe, c'est non. Non, bon, on va le mettre en épaule. Ah, on peut pas retirer, ok. Le principe de Ai Ai Burrito, c'est très simple. Et je vais donner la définition que Dimitri a donnée, qu'il avait entendu. C'est Jungle Speed sous crack. Alors, c'est vrai que ça se ressemble. Parce que déjà, il n'y a pas de tour de jeu. C'est-à-dire que tout le monde joue à la vitesse le plus vite qu'il peut. Et en gros, tu défausses une carte, tu mets une carte dans ta main, et dès que tu as un triplé, tu le mets devant toi et tu repioches jusqu'à avoir 5 cartes dans ta main. Et quand tu défausses, en fait, ta défausse, c'est la pioche de l'adversaire. Donc, ça va à toute vitesse, faut vraiment vite aller le plus vite possible, tout le monde joue en même temps. Et dès que quelqu'un a un trio de cartes spéciales, entre guillemets, déjà ça fait 2 points, ça fait plaisir. Et aussi, il y a une interaction avec les burritos. Donc les burritos, c'est ces petits machins en plastique qui sont vraiment très satisfaisants et très kawaii. Et il y a plusieurs trucs. Donc il y a par exemple la guerre de burrito. Donc ça c'est le truc où il faut attraper le plus vite un burrito et le balancer sur un mec. Et dès que tu peux balancer, voilà. Il y a
il y a le combat de burrito, je sais pas si la terminologie est exacte, mais le mec à ta droite et à ta gauche doivent se faire, boum, ils doivent se balancer le plus vite possible, ça c'est vraiment très fun. Et il y a le duel de burrito qui je trouve est le meilleur, c'est tu fais comme un duel de cowboy, t'avances de 3 pas, t'es de dos et boum, après tu te lances le burrito dessus, ça fait un combat et tout, et là c'est un peu plus long donc c'est marrant. Alors c'est très cool. Gros défaut du jeu, je dirais, c'est qu'il faut un extérieur pour jouer. Voilà, tu ne peux pas jouer en intérieur. Enfin, on n'a pas testé jouer en intérieur, mais clairement, ayant joué à l'extérieur, je vois mal comment ce jeu pourrait se jouer à l'intérieur. Parce que il faut courir et tout, tu vises, tu lances, tu rates, puis l'autre lance, rate, donc tu cours vite à récupérer le burrito et tout, c'est très marrant. Ça ne fait pas mal, hein, évidemment, les burritos sont tout mous. Et alors j'en ai déjà parlé voilà, avec Dimitri et la bande. Je trouve que c'est dommage en fait que le meilleur aspect, je trouve, c'est les duels de burrito, mais qu'il n'y en a pas tout le temps. Pour vraiment que ce jeu soit vraiment hyper cool, ça devrait plutôt se baser sur les duels de burrito que les cartes. Mais voilà, je dis pas que c'est facile à faire, je dis même pas que je sais même pas si c'est possible, si ça serait fun et tout. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de duels de burrito. Parce que c'est trop fun en fait. Vraiment, c'est très cool. Et voilà, je vais le mettre en. Ah oui, parce que c'est fait par. Vu la gueule, oui, c'est fait par les mecs qui ont fait Exploding Kittens et Bear vs Babies. Et c'est vraiment mieux en fait. Voilà. C'est vraiment mieux, c'est vraiment mieux. D'ailleurs, j'ai demandé Exploding Kittens, il y a des gens qui ont bien aimé dans le groupe. Donc, je vais le mettre, je pense, en vraiment cool. En vraiment cool, en vraiment cool. Parce que j'ai mis les deux autres en gros jeu de merde et je trouve que ça fait. Voilà, si je leur rends justice. Alors, Mysterium. Parlons de Mysterium. Oui, parce que j'ai repensé à un truc aussi. Le setup de Mysterium est très chiant. Donc voilà, j'étais à ça de le mettre en GOAT et j'ai pensé au setup et ça m'a fait remettre vraiment cool. Le setup de Mysterium, alors ça n'a rien à voir avec le titan qui est Gloomhaven, mais donc là, Gloomhaven, t'es là, tu joues avec des mecs qui ont fait des campagnes de jeux de rôle 8 heures d'affilée, voilà, donc pas très grave. Mais Mysterium, vu que ça s'adresse à tout le monde, eh bien, ça peut en saouler certains. Il faut sortir des cartes du même numéro, puis il faut sortir le numéro. C'est pas super long, ça prend 10 minutes, tu vois, 5-10 minutes. Mais en 5-10 minutes, il y a des gens, ils sont un peu saoulés. Alors, voilà, une fois que t'as chauffé et que t'es en train de faire le setup, ça y va quoi, ils le font et ils jouent au jeu puis c'est très bien. Mais il y a quand même voilà ce petit défaut je dirais qui fait que ce n'est pas good. Donc voici la tier list finale. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, enfin des jeux que vous avez joué avec moi et que je ne m'en souviens plus, enfin qui ne sont pas là-dedans. Et voilà. Qu'est-ce que je pense à truc. J'aimerais vraiment bien rejouer à le Villainous pour me faire en personne avec des petites pièces et tout. J'aimerais bien rejouer pour me donner un avis sur la question. Il y a The Island, non pas The Island, n'importe quoi, The Island. Sunken City, je crois, un truc où t'as une île qui est faite par des petites cartes en bois et l'île est en train de se détruire au fur et à mesure, il faut trouver un trésor. Très fun. Voilà, n'hésitez pas, la tier list est en description, je vous encourage extrêmement à jouer à ces 4 jeux si vous avez l'opportunité et du temps, enfin sauf Decrypto, vraiment Decrypto, on y a bien joué pendant le week-end et c'était vraiment à chaque fois c'était très cool. Donc vraiment s'il y a un jeu que vous devez acheter, si vous n'êtes pas hyper connaisseur, il y a un jeu que vous devez acheter, c'est Decrypto. Juste voilà, les règles sont, le gameplay est un poil plus compliqué à comprendre que Codenames, mais une fois que ça y va quoi. On a fait vraiment on a fait une partie pendant je pense 1h15. Une partie elle a duré 1h15 parce que vraiment on était là, on réfléchit tout. Bon normalement la partie elle dure genre ça dure 15-20 minutes max parce qu'il y a un sablier, mais on était là, et on faisait d'autres choses en même temps, mais c'était vraiment très cool. Ça s'est fini au 8ème et dernier round avec Torville et Dimitri qui malheureusement ils ont tenu et on était 4. Bon, alors 4 allers-retour, 4 ça venait, ça repartait quoi, mais ils ont tenu, ils étaient très mal dès le début et ils ont tenu pendant tous les rounds, pendant genre 6 rounds, ils étaient sur le fil et ils ont bien réussi à dodger. Mais malheureusement sur la fin. Hop là. Bon, ciao. J'attends la vidéo de Dimitri qui allait dire qu'il allait me faire une réponse à cette tier list.